Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 114 sur MX Réflexion. On est en presque live, mais vous inquiétez pas, on va remédier à ça. Alors soit on va le baptiser presque live MX Réflexion, soit on va juste enlever le presque et on va revenir en live. Mais pour ça, il faut que l'homme en noir en face de moi, l'ingénieur du son, l'ingénieur de la musique, l'ingénieur de la caméra, de tout ce que vous voulez, ben, il trouve la fibre, tout simplement. Comment ça va, Blaise, et la fibre? Ça va très très bien, content de retrouver tout le monde, content d'avoir aujourd'hui un invité de marque qui est une encyclopédie vivante du motocross, du supercross, qui connaît énormément de choses et bien plus que nous deux réunis avec Nico. Donc ça va être un plaisir de poser des questions à Xavier aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Nico, je te laisse présenter notre invité du jour. Ouais, on pourrait le présenter comme le professeur, hein. C'est très très connu aussi sur le Supercross de Bercy, le Supercross de Paris, plus récemment, en passant par Lille évidemment. C'est le papa des pilotes hein, quand ils viennent, que ce soit les pilotes étrangers ou les pilotes français. Mais il maîtrise aussi la plume, il écrit régulièrement des chroniques, on les voit pas mal sur Moto Verte. Il a aussi écrit quelques bouquins. On aurait aimé le recevoir pour qu'il en fasse la promotion, mais malheureusement, ils sont plus en vente. Tout juste ici, lui, il a quelques exemplaires. C'est le grand Xavier Audouard. Comment ça va, Xavier? Ça va et vous? Merci beaucoup et pour cette introduction élogieuse. Peut-être un peu trop, j'en sais rien. Tu vas me faire rougir, mais ça, je sais pas si ça se voit sur la caméra. Ah, on voulait parler rock'n'roll un peu parce qu'on voyait les pochettes derrière, mais bon, j'ai reconnu que Nirvana, moi, parce que nous, on est des années, tu sais, 88, 86, donc on est encore un peu jeune. Nirvana, les Sex Pistols, c'est un peu plus vieux, ouais. Non, c'est vrai que, en fait, là, vous êtes dans mon bureau, en fait, qui est une cabane au fond de mon jardin, et je suis à Hossegor. La moto au départ à Hossegor, c'est moi. J'essaie de le dire comme ça. Je suis le premier à avoir fait de la moto ici. Depuis, c'est devenu un nom assez connu et ça me fait, j'en suis plutôt fier et ça me fait plaisir. Mais donc, on est à Hossegor et dans mon bureau qui est dans ma cabane, j'ai mis quelques années parce que des fois, je laisse les choses de côté pour m'occuper de l'essentiel et du prioritaire. Et donc, à faire la décoration aux grandes dames de ma femme qui me disait mais enfin quand est-ce que ce bureau va ressembler à quelque chose. Et donc cet été avec le confinement et puis à la suite j'ai fait ma déco et en fait j'hésitais, enfin j'avais à la fois du rock parce que j'aime beaucoup la musique, c'est vrai aussi, et notamment le rock, et puis j'avais envie de faire de ce bureau au départ une espèce de petit musée de Bercy, enfin du Supercross qui évidemment a conditionné beaucoup ma vie et ma carrière. Et puis finalement, j'ai une petite pièce à côté. J'ai mis plutôt le Supercross à côté. J'ai quelques pièces quand même importantes qu'on aura peut-être l'occasion de regarder tout à l'heure. Mais voilà quoi. J'ai un mix des deux dans mon bureau. Je suis entouré des deux choses que j'aime dans la vie, le Supercross et aussi la musique. Il se trouve que là, l'angle de la caméra montre surtout la musique, quoi. Voilà. Exactement. Donc, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Xavier, pour les plus jeunes d'entre nous, on va dire, explique-nous d'où tu viens, comment tu as baigné dans le sport moto et ce que tu as pu faire dans ce sport. Bah écoute, au départ, j'ai fait un espèce de calcul. J'étais complètement fan de moto et de motocross dès mon plus jeune âge, qui remonte à il y a longtemps maintenant, puisque je vais avoir 65 ans. Donc, voilà, on parle des années, fin des années 60, début des années 70. Donc, c'est vraiment vieux pour vous. Et puis, à ce moment-là, donc, il y avait très peu de motocross hein, en France. Les Français étaient nuls, d'ailleurs, soit dit en passant. Enfin, il y avait très peu de Français qui disputaient les championnats du monde ou quoi que ce soit. Néanmoins, il y avait un magazine qui s'appelait Moto Revue et qui était le seul à l'époque et que je lisais religieusement, plutôt 5 fois qu'une, tous les week-ends, puisqu'il sortait en fin de semaine. Et puis, en 1974, il y a un deuxième magazine qui est arrivé qui s'appelait Moto Verte, tout qui est publié par les mêmes éditions, à savoir les éditions La Rivière. Et donc, je me suis dit, j'avais envie de faire du journalisme, c'était ma vocation. Et puis, je me suis dit, mais je voulais aussi faire de la moto. Et je me suis dit, je vais être journaliste à Moto Verte ou à Moto Revue. Et donc, pour ça, je vais faire de la moto en compétition, comme ça, je vais me faire connaître. Et puis, je vais faire des études de journaliste, comme ça, je serai légitime en tant que journaliste et aussi en tant que journaliste moto. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait une école de journalisme à Bordeaux. Et dans le même temps, j'ai fait une carrière
en championnat de France d'enduro, qui était le sport à la mode et nouveau à ce moment-là. Je pouvais pas tellement faire de motocross au début parce que j'avais pas l'âge de tirer une motocross derrière une voiture. Donc une moto d'enduro, l'avantage c'est qu'elle était immatriculée, donc je pouvais rouler avec dans les chemins autour de chez moi à Osgore et apprendre le pilotage moto et notamment le pilotage sable. Et puis de là, je me suis lancé en championnat de France d'enduro. J'ai fini par être vice-champion de France national. Et un inter, on va dire un inter correct, sans faire partie des super tops de l'époque. Et puis voilà, de fil en aiguille, du coup les journalistes me connaissaient. Et puis un jour, et puis il y a une autre chose, mais qui là aussi est ancienne pour vous, mais j'avais un copain d'enfance et d'école qui s'appelle Yann Renaud, qui est un super dessinateur, qui signait sous le nom de OTB dans Moto Verte au tout début. Et que j'avais aidé en envoyant ses dessins à Moto Verte en leur disant regardez, lui il savait pas écrire, donc j'ai écrit pour lui, lui il savait dessiner, je savais pas dessiner, donc je l'ai aidé à rentrer à Moto Verte en lui faisant une lettre sympa pour Gilles Mallet qui était le rédacteur en chef de l'époque. Et puis une fois qu'il a eu cette lettre, Gilles Mallet a trouvé les dessins géniaux, il les a passés. Et puis quelques années plus tard, après mon diplôme de journaliste, je suis devenu présentateur et reporter à FR3, France 3, à l'époque ça s'appelait FR3 à Bordeaux, puis à Nancy, puis à Lyon, etc. J'ai été un peu baladé partout, puis au bout d'un moment ça m'a un peu saoulé, et puis je faisais en même temps le championnat de France d'enduro. Et puis un jour, voilà, il y a eu une place à Motorvue. Gilles Mallet, le rédacteur en chef de Moto Verte, il connaissait bien Yann Renaud, donc, puisque c'était son collaborateur, et Yann Renaud c'était mon pote d'enfance. Puis un jour, il est passé chez Yann Renaud, où je suis passé aussi. Et puis tout d'un coup, quoi, t'es là, t'es sur le marché, t'existes toujours. Mais dis donc, je sais qu'à Motorvue, ils sont emmerdés parce qu'ils ont besoin d'un pigiste pour couvrir tout ce qui est le tout-terrain, etc. Et en 2 coups de cuillère à peau, je me suis retrouvé à Paris, à Motorvue. Puis de là, voilà, Moto Verte, MX Magazine aussi. Et puis voilà, des reportages en Amérique. C'était en quelle année environ? C'est pour situer. Alors, on est rentré à Moto Revue en 1979. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis d'assez loin le plus ancien employé des éditions de la Rivière. Et parce qu'évidemment, ça remonte à il y a plus de 40 ans maintenant. Donc. Et de là, j'ai été faire des reportages en Amérique. Et moi, jusque-là, je buvais et je lisais tous les magazines, quoi. Et par contre, j'avais jamais voyagé, à part mes enduros en France, quoi. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé, voilà, j'étais envoyé spécial. C'était ma vocation, quoi, faire connaître ma passion à ceux qui étaient aussi passionnés. J'avais été lecteur jusque-là, et tout d'un coup, j'avais le droit d'écrire et j'avais le droit de montrer, ou plutôt le devoir de montrer aux autres passionnés ce qu'on me payait pour aller voir de mes propres yeux à l'étranger. T'imagines un peu le truc, quoi. Et en plus en Amérique, alors que je suis de la génération qui a découvert aussi le tout-terrain et tout ça à travers le film On Any Sunday, qui s'appelait Challenge One en France, un film qui a vraiment déclenché des tas de vocations énormes en France, et dont la mienne. Et ce qui fait, c'était sur le tout-terrain, le développement du tout-terrain aux États-Unis. Et donc j'ai pu y aller. Et puis là, voilà, j'ai fait un de mes premiers reportages, c'était le Supercross de Los Angeles, au Coliseum de Los Angeles, donc le stade olympique. Et je me souviendrai toute ma vie, et ça c'était en 1980, début 80. Et je suis rentré dans le stade olympique et j'ai pris une claque dans la gueule dont je me suis jamais remise, quoi. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et c'était le Supercross dans un stade olympique, celui où il montait, il descendait dans les tribunes avec un saut en rentrant dans le stade, enfin un truc. Voilà, d'entrée, j'ai commencé par le top du top, quoi. Et donc une claque monumentale. Et puis 3 ans après ou 4 ans après, tout d'un coup à Paris, il y a eu un stade qui a été construit par la mairie de l'époque avec Chirac qui était là-bas. Et puis voilà, l'adjoint de Chirac au sport était un ami de mon président de l'époque aux éditions La Rivière, et il lui a dit, attends, on fait un stade omnisport, donc ça veut dire tous les sports. La moto, c'est toi, c'est ton truc, puisque le gars, il avait les magazines, c'était Serge Pozzoli, un de mes 2 patrons, qui est décédé depuis.
Et donc Serge Pozzoli est venu dans la rédaction, hein, on avait les bureaux des patrons juste à côté, et puis il est arrivé avec une espèce de maquette et de trucs avec son ami Andy Dixon, et ils nous ont demandé, okay, voilà, il va y avoir ce stade dans Paris, en plein Paris d'ici un an, on est ouvert à faire de la moto, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le mec, je l'ai même pas laissé terminer sa phrase, et j'ai dit un supercross, quoi. Et donc c'est comme ça que c'est parti en ce qui concerne à la fois ma carrière d'abord, et puis le supercross ensuite. C'est compliqué quand même, non? Parce que quand on est journaliste et qu'on est dans la moto, on a certes des contacts. Le Supercross, tu savais ce que c'était parce que tu l'avais vu aux États-Unis. Mais de là à mener des mètres cubes de terre dans un stade et tout ce qui concerne la logistique, ça doit faire peur quand même au début, non? On n'y connaissait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Mais il se trouve que, bon, le contact, c'est le journalisme, pour moi, c'est le contact. Et donc, quand je suis allé en Amérique, j'ai créé des contacts, j'ai noué des contacts assez importants avec certaines personnes qui sont avérées être des personnes assez clés du milieu. Il y avait, par exemple, John Gregory de JT Racing, qui est devenu mythique depuis avant de s'éteindre, mais enfin, ça reste une marque mythique, et qui avait plein de contacts partout. Et puis, dans le milieu lui-même, sur les circuits, j'étais très proche d'un gars qui s'appelle Bivo Forte, qui était le représentant de Scott, le rep de Scott, celui qui faisait les lunettes pour tout le monde, etc. Aujourd'hui, il est toujours là, hein, c'est un vieux de la vieille, mais il travaille chez 100%, bien sûr, comme par hasard, mes copains Marc et Ludo. Et donc, Bivo, c'était le meilleur pote il y avait deux très grands potes, c'était Bob Hanna et John Savitsky. Et John Savitsky, c'est un ancien pilote Yamaha qui était donc semi-officiel avec Bob Hanna comme leader. Et c'était aussi, une fois qu'il a pris sa retraite, c'est devenu le constructeur de pistes en Amérique. C'est le spécialiste du supercross. C'est lui qui faisait tous les supercross là-bas. Et donc, je le connaissais parfaitement bien avant même qu'on parle de supercross, ce qui fait que tout naturellement, dès qu'on a eu le supercross, j'ai dit, attendez, c'est bon, j'ai le contact pour la piste. Et le contact, c'était John Savitsky. Donc, ceci étant, John, c'est un gars qui allait dessiner les bosses et tout ça, mais c'est pas le gars qui pouvait gérer un chantier. Et pour la gestion du chantier, il y a une anecdote assez peu connue, mais qui est que, en fait, le gars qui nous a aidé la première année, ça c'était d'autres contacts, mais là des contacts Grand Prix, beaucoup plus francophones. Et en Grand Prix, j'avais fait la connaissance et m'étais lié d'amitié avec Georges Jobé. Et le frère de Georges Jobé était un entrepreneur de travaux publics. Et donc, il connaissait tout ce qui était la maîtrise des engins, des trucs, des machins. Et donc, on s'est appuyé, aussi incroyable que ça puisse paraître, le premier supercross en France et un des premiers en Europe. Au niveau de la construction de la piste, c'est le frère d'un champion du monde de motocross et un Belge en plus. Donc, les Belges sont peu réputés pour le supercross. Et c'est quand même le frère de Georges Jobé qui nous a beaucoup aidé pour la construction de la piste, avec bien sûr l'avis technique et la supervision de John Savitsky, qui était le spécialiste américain. Alors, par contre, Savitsky il est arrivé, il a fait des bosses à l'américaine, quoi, et tout. Et le problème, c'est que ça a été un massacre, quoi. Au tout début, les pilotes européens et français qu'on avait fait venir, qui étaient tous enthousiastes et tout ça, ils avaient jamais vu un double saut de leur vie, quoi. Donc, ça c'est, voilà. Compliqué pour les pilotes. Compliqué pour les pilotes. Et il y a eu des blessés. Ouais, mais on avait tout le monde. On avait Carl Quist, Malherbe, tout ce que tu veux. Enfin, Carl Quist, il a fait un jour, il a dit bon, c'est pas pour moi. Et puis il y a eu Rudy Potisek qui est l'oncle de Milko, qui était là, que je connaissais bien parce qu'on tirait la bourre à Hossegor, à l'Enduro d'Hossegor, chaque année, que j'avais aidé à créer ici, qui était l'ancêtre de la course sur plage qu'on a aujourd'hui, mais qui était déjà un enduro des sables. Et il y avait quelques nordistes qui venaient, dont Rudy Potisek, moi j'étais un peu la star locale, quoi. Et je l'ai gagné une fois, la première fois que je l'ai fait, et puis j'ai fait 9 fois deuxième. Et donc il y avait toujours un mec plus vite que moi, et notamment un mec du Nord régulièrement. Et donc il y avait Rudy Potisek, mais Rudy Potisek, son truc c'était du Touquet et tout ça. Il avait fait podium au Touquet et tout. Mais quand il est arrivé au Supercross, malheureusement, c'est mal passé pour lui. Il a eu un accident et il a perdu un petit peu de l'usage d'un bras suite à ça. Donc, on s'est rendu compte tout de suite à la fois que c'était un truc génial, mais que c'était un truc quand même vachement pointu et qu'on pouvait pas non plus importer directement
tout ce qu'il y avait en Amérique chez nous, quoi, parce que les pilotes n'étaient pas prêts. Alors ils ont appris à la dure, hein, ils ont appris à la dure, et ce qui s'est passé, c'est que les Français finalement, ça c'est vachement important à savoir, les Français jusque-là en motocross, faut dire les choses telles qu'elles sont. Avant Bercy, il y a eu 0 Français champion du monde de motocross. Je veux dire, il y avait eu Jacques Dumont avait été vice-champion du monde et avec une énorme déception, etc. Juste avant. Il est devenu champion du monde juste après. Mais jusque-là, notre truc, c'était Jean-Jacques Bruno qui avait gagné 2 Grands Prix 500. Waouh, c'était fabuleux, quoi. C'était ça. Le mieux qu'il avait fait, c'était, je sais plus combien, 5 ou 7e d'un championnat du monde de motocross. C'était notre truc, notre dieu, notre héros, le meilleur Français qu'il avait jamais eu. Imagine, aujourd'hui, on a des dizaines de titres de champion du monde. À l'époque, on s'en organisait. Notre trip, c'était d'avoir un gars qui avait gagné 2 Grands Prix et qui avait fait 7e, quoi, du championnat du monde. Donc ça, c'est avant Bercy. Et puis depuis Bercy, je viens de le dire, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand les Français sont arrivés à Bercy, ils avaient aucune ambition de motocross, mais tout d'un coup, le Supercross a remis un peu les choses à zéro, et ils se retrouvaient finalement pas aussi perdus, mais pas plus perdus que n'étaient des stars mondiales, des Jobé, des Malherbe, des Goeboers, des Karlquist qui étaient là. Donc finalement, il y a quelques Français qui se sont mis au truc, qui ont développé leur technique spécialisée, et puis parmi ceux-là, il y en avait un qui était un petit peu plus pointu que les autres, un petit peu de truc, et il s'appelait Jean-Luc Fouché. Et puis 2 ou 3 ans après, c'était la fin de sa carrière, il m'a dit: Xavier, je pourrais venir voir comment on fait le circuit et tout ça dans la semaine avant avec Savitsky et tout ça. Je lui ai dit: ouais, bien sûr, viens. Jean-Luc, c'était un vieux pote à moi, on avait fait de l'enduro ensemble longtemps avant. Et donc je lui ai dit: bien sûr, viens. Et puis voilà, de là, 1 an après, il a créé le championnat de France de Supercross, on l'a aidé. Et puis on a créé une filière française. Et puis finalement, il y a eu un rebond, c'est-à-dire que le fait que les Français deviennent bons en Supercross les a aidés à devenir bons en motocross aussi, parce que la technique du Supercross aidait le motocross, chose qu'on ne savait pas dans le motocross traditionnel avant, mais ça a évolué. Et puis voilà, il y a eu une étoile filante qui s'appelait Jean-Michel Bayle, et voilà, qui est arrivé Nuno à Bercy, qui a regardé les gars, qui a dit: je veux faire ça. Et puis 3 ans après, il était champion du monde, 4 ans après, il les battait en Supercross, quoi. Donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, en fait, j'ai envie de savoir. Tu disais avant Bercy, pardon, les Français n'étaient pas forcément très reconnus en motocross. Ils ont évolué après. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont fait du supercross qu'ils ont évolué en motocross, ou c'est le fait que Bercy, on montre que ce sport pouvait passer peut-être à la télé, ou du moins c'était un show. Ça, il y a eu peut-être de plus en plus de licenciés à ce moment-là, peut-être un peu plus d'engouement pour le motocross, et les Français sont devenus meilleurs à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est plutôt le fait de l'exposer au monde entier, ou le fait que ils se mettent au supercross, donc ils sont devenus meilleurs techniquement? Tu poses bien la question, parce qu'en fait, il y a eu les 2 aspects. Il y a eu un aspect de motocross pur, qui était que le motocross a évolué au milieu des années 80. N'oublie pas qu'on a créé Bercy en mars 1984. En mars 84, c'est 3 ans après que les Américains aient gagné les nations pour la première fois. Jusque-là, personne n'imaginait que les Américains gagneraient un jour les nations. Même pas une décennie avant, il y avait les De Coster et les Joël Robert et les Thorsten Holman qui allaient en Amérique leur donner la leçon. Les mecs savaient même pas ce que c'était que le motocross. Et puis une décennie après, ils arrivent en Belgique et ils claquent la gueule des Belges à Lommel. Ils gagnent le Trophée des Nations. La semaine suivante, ils récidivent avec le motocross des Nations en 500. Le trophée, c'était en 250. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils mettent la main sur le truc. L'année d'après, c'est Magou qui fait son truc incroyable où il pulvérise le motocross et le trophée des Nations en gagnant les 4 manches des 2 courses, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Donc, quand on débute en 84, il y a vraiment, le motocross est en plein changement, parce que jusque-là, c'est une affaire européenne, et c'est en train de devenir une affaire américaine. Et pourquoi c'est en train de devenir une affaire américaine? Moi, je l'ai écrit dans mes articles dès que je suis allé là-bas en 1980, quand j'ai vu les mecs, la technique qu'ils avaient, comment ils sautaient les doubles sauts, comment ils enquillaient les whoops, comment ils viraient dans un mouchoir avec des relevés, des trucs avec le guidon par terre pratiquement. Je me suis dit, mais attends, ces mecs-là, j'allais sur les Grands Prix tous les week-ends, et puis en Amérique de temps en temps, et quand j'allais en Amérique, je me disais, mais les mecs, ils font pas moins bien de la moto que ceux que je vois en Grand Prix. Ils ont quelque chose en plus que ne pouvaient pas avoir
les Européens, puisqu'ils n'avaient pas le même terrain de jeu. Et il se trouve que la technique développée en Supercross a aidé à ce que, même sur les terrains naturels de motocross à l'époque, la preuve, ça a commencé à Lommel dans le sable, chez les Belges, en terre belge, les Américains, avec leur agressivité, le Supercross, c'est pas que des obstacles, c'est aussi un départ court, une intensité énorme, une truc. Moi, quand je les voyais, je me disais, mais les mecs, ils ont la rage, c'est incroyable, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire dans mes articles, dans Motorvue, dans Moto Verte. J'ai dit, attention, les mecs, les Américains arrivent, il se passe quelque chose. Et puis, boum, l'année d'après, ils gagnent les nations. Donc, bien sûr, avec on est tenté de dire hello les mecs, je vous avais prévenu, bon, etc. Donc du coup on devient une espèce de moi-même et mes copains, des Eric Breton, des Patrick Boulan, on était un groupe de journalistes et on a commencé à se dire vouloir réveiller toutes les consciences. On a créé une espèce d'association bidon en fait, mais juste pour nous quoi. On a appelé la Cross Critique Association, la CCA. Qui était un peu l'idée, c'était qu'on était des messies qui amenaient la bonne parole, et la bonne parole, c'était les gars, les Américains et le Supercross vont changer la face de ce sport. Ça, c'est ce qui s'est passé au tout début, avant 1984. Donc après, on arrive et on amène, en plus, on se transforme de journaliste en organisateur, et regardez ce qu'on vous raconte depuis 3 ans, c'est vrai, et boum, c'est là, ici, au milieu de Paris. Donc évidemment que ça a joué, parce que ça a mis un coup de projecteur énorme par l'effet médiatique de Paris, de la télé qui à l'époque avait beaucoup plus de créneaux horaires qu'ils n'en ont aujourd'hui. Le Supercross de Paris était en deuxième partie de soirée en direct sur TF1, quoi. Ou l'équivalent de TF1 à l'époque, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Donc, c'est sur la télé grand public. Alors oui, c'est vrai, il y a eu cet effet déjà, l'effet technique de pilotage de Supercross a eu une influence sur le motocross. Et en ce qui concerne la France, les Français ont pris confiance dans leur capacité en Supercross parce que ils étaient pas moins bons que les autres, contrairement en motocross. On était encore loin des ricains. Attention, il a fallu attendre un paquet d'années avant que, il a fallu attendre Jean-Michel Bayle et puis pour que les Français arrivent à se hisser quand même un tant soit peu à la hauteur des Américains. Mais chaque année, ils attendaient que ça, les gars. T'écoutes un Kervella, il te raconte avec des trémolos dans la voix qu'il faisait dans son pantalon la semaine avant Bercy, quoi. Tellement ils étaient sur les nerfs, sur les trucs. Et puis voilà, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre. Rapidement, les Européens, enfin les tops européens ont dit bon, c'est pas pour nous. Donc on a eu d'autres tops européens pendant des années. La nouvelle génération, les Strybos, les Van de Berg, les garçons comme ça sont venus. Ils avaient la fibre Vekonen, PK Vekonen, et c'est des gars qui ont pris un peu de la fibre Supercross et de la technique Supercross et qui sont devenus champions du monde, qui ont un peu vague de pilotes belges, anglais, traditionnels, un peu à la old school, on va dire. Et donc, il y a eu une nouvelle génération de pilotes qui étaient Supercross compatibles, on va dire. Et dans ces pilotes-là, il se trouve qu'il y avait des Français. Enfin, il y en avait déjà un au départ. Et après, lui-même a attiré, évidemment, derrière lui une meute de Français. Et nous, on recevait des coups de téléphone sans arrêt. Je suis désolé, je ne laisse même pas me couper, mais c'est une histoire tellement énorme. On boit tes paroles. On écoute. Vas-y. Et s'il faut que tu ailles boire à un moment, tu nous le dis. Hein, tu t'échappes. Une petite bouteille. Donc, on avait tous les crosses en France. Tout le monde voulait supercrossiser son circuit. Donc, on nous appelait. Nous, on envoyait tout le monde sur Fouché parce qu'entre-temps, Fouché avait justement créé sa petite structure et tout. Et puis, il avait la compétence pour le faire. Mais c'est vrai que les circuits français ont commencé à se supercrossiser. Ce qui était pour la commission de motocross de l'époque, je me rappelle, qui était également old school, c'était un peu bizarre parce que quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Le Supercross était plus dangereux, surtout à l'époque quand les pilotes n'avaient pas encore la technique et qu'en plus, tout le monde ne savait pas exactement comment faire les bosses et que donc, tu rajoutes un engouement, une envie de faire avec une technique mal maîtrisée et des bosses pas forcément construites exactement comme il fallait. Donc, ça a amené un danger supplémentaire au motocross dans les campagnes, on va dire, sur les circuits traditionnels. Mais ça a quand même mis la France un petit peu en haut du panier pour une évolution supercross des circuits de motocross qui jusqu'à là était complètement naturelle, qui n'avait pas de saut artificiel ou de choses comme ça. Puis ça s'est quand même développé, y compris en Grand Prix. Et là, du coup, les Français ont commencé à s'affirmer aussi en Grand Prix et tout ça. Donc, l'histoire, c'est toujours logique. L'histoire, ça s'explique. Et le fait que Bercy ait été
était une épreuve phare, leader en Europe, quoi, de manière, enfin, dominatrice, et des pilotes français trouvaient un contrat à l'année uniquement parce qu'ils avaient fait un truc à Bercy, quoi. Tous les importateurs étaient là, les Jean-Claude Olivier, les gens de chez Honda, les trucs, tout le monde. Si quelqu'un un Français faisait une saison médiocre et faisait un bon Bercy, c'était une star. Je veux dire, ça lui suffisait amplement. Donc, un petit peu comme aujourd'hui dans une saison de sable, si tu fais une saison de sable un peu moyenne mais que tu gagnes le Piquet, voilà, demande à Milko, c'est bon, quoi, il a gagné le Piquet, nickel, hein, il n'y a pas d'autre souci à se faire. Donc c'était un peu cet effet-là, quoi. Il y avait un effet, une épreuve phare, dominatrice, entraîne derrière elle un véritable courant. Et c'est ce courant qui a apporté, à mon avis, et là-dessus on dira c'est peut-être immodeste, c'est tout. Mais bon, c'est pas moi qui suis sur les motos, non, j'ai aidé à faire le Supercross de Paris, c'est tout. Mais je dis vraiment que pour moi, ce qui a changé le cours des choses et l'histoire du motocross en France, c'est l'arrivée du Supercross de Paris. Et le fait que les pilotes se soient focalisés là-dessus et qu'ils aient repris confiance en leur capacité, y compris motocross. Et voilà, et tu regardes en Amérique, ils sont toujours là. Quand je fais une interview en Amérique, c'est mais alors, comment ça se fait que vous ayez tant de bons pilotes en France, etc. Et tout. Ben, les mecs, voilà, quoi. Un jour, on a créé le Supercross de Paris. Et puis, il s'est maintenu au top du top en Europe tout ce temps-là. Les autres ont essayé de suivre la vague, et puis dans les autres pays, ça a moins pris. Et puis, les pilotes français sont devenus les spécialistes. Tu leur demandes aux Fabien et autres Soub et Ramet et compagnie. Je veux dire, ces mecs-là, sans même parler, enfin tous, quoi. Ils ont fait leur carrière en Europe. Et ils sont aussi reconnus aujourd'hui en Angleterre ou en Allemagne, qui peuvent l'être en France. C'est là qu'ils font leur business, c'est là qu'ils font tout ça. Si tu veux, c'est une spécificité française qui est née du Supercross de Paris. Alors bien sûr, la crème de la crème de ces mecs-là fait aussi du Grand Prix ou du Cross US, et on voit les résultats que ça a pu donner au fil de l'histoire, quoi. Je te coupe, Xavier, mais je suis étonné, moi, de ça, parce que les États-Unis, certes, c'est des précurseurs en Supercross et tout ça, mais pourtant, ils n'ont pas la même filière que nous avec le SX Tour et tout ça. J'ai l'impression que les jeunes, pour apprendre le Supercross aux États-Unis, ont un peu plus de difficultés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a l'Arena Cross, ils ont mis le système avec l'Arena Cross et tout ça. Il n'y a plus l'Arena Cross maintenant, mais il y a eu l'Arena Cross pendant longtemps, qui effectivement brassait un petit peu la base, mais la vraie vérité, c'est que la plupart des stars, ils sont rarement passés par l'Arena Cross. Il y a un Brayton qui a pu passer par l'Arena Cross, mais qui n'est pas non plus une méga star au sens du truc. C'est-à-dire que les pilotes américains, là-bas, la différence entre le motocross et le supercross en termes de circuit est quand même encore plus ténue que chez nous, de sorte que le gars qui est destiné à devenir une star en motocross, il s'entraîne sur des circuits qui sont tellement supercross que lorsqu'il arrive, il est jeté dans le bain du supercross. Et puis surtout, il y avait les phénomènes des circuits d'entraînement. Aux États-Unis, il y a des circuits d'entraînement parce que la météo est favorable. Et les circuits peuvent donc rester et être entretenus. Et puis en plus, après, là, depuis 2 décennies maintenant, il y a le phénomène des entraîneurs et des circuits privés qui fait que les gars, les Aldon Baker, les trucs, avant tu avais chez Chad Reed, mais c'est réservé quand même à une certaine élite. C'est pas de l'apprentissage, là on n'est pas dans l'apprentissage comme chez nous. Oui, mais je dirais que le système est suffisamment quand même technique et suffisamment élaboré pour que la crème arrive en haut et voilà, les gars, ils savent faire si tu veux, par rapport à ce qu'on fait nous en SX Tour, on peut pas dire, c'est ridicule de dire qu'un Américain qui arrive, il a moins d'expérience qu'un gars qui a fait le SX Tour en France. C'est pas vrai. Parce que nous, le SX Tour, de par le fait que on soit dans un pays avec la météo qu'on a et le fait que ce soit plutôt réservé à l'hiver, tout ça se fait dans des circuits indoor, et les circuits indoor se font donc dans des stades indoor dont les dimensions ne sont pas non plus les dimensions qui permettent d'avoir la meilleure technique pour le supercross tel qu'il est pratiqué aux États-Unis dans des grands stades. Et donc, quand tu apprends à jongler entre la première la 1 et la 2, pour faire du supercross, c'est pas la même chose que quand tu fais entre la 3 et la 4, quoi. Ou la 2 et la 3, tout du moins, comme ils font en Amérique, et ça change tout, quoi. Donc,
Les Français sont meilleurs que le reste du monde pour arriver et aborder le Supercross en Amérique. Ça a été, je pense, prouvé et reprouvé suffisamment de fois. Par contre, les Américains ne sont pas désavantagés, non. Ça, c'est pas... Parce que les circuits d'entraînement qu'ils ont, ils sont en outdoor, ils sont grands. Donc, ils ressemblent beaucoup plus à ce qu'ils vont trouver à Anaheim ou ailleurs, quoi. Xavier, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit que le Supercross de Paris, dans ses premières années, Supercross de Bercy plutôt, était retransmis sur TF1 en seconde partie de soirée. À l'heure actuelle, on n'arriverait même pas à concevoir que le Supercross de Paris soit retransmis sur TF1, même en troisième partie de soirée à la limite. Pourquoi ça? Est-ce que les droits télé ont évolué? Est-ce que dans les mentalités des gens, le Supercross et le motocross c'est devenu un peu plus banal? Tu l'expliques comment, toi? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Bercy, dans les années 80, encore une fois, Chirac avait un peu le vent en poupe, il allait devenir président une quinzaine d'années plus tard. C'est un homme politique influent et le palais omnisport de Paris-Bercy, le POPB, c'est un peu l'endroit à la mode. C'est l'endroit où il faut être. C'est l'endroit et ça d'ailleurs, c'est né avec le Supercross. Là, il y a une anecdote marrante, c'était aussi que je partage avec mes amis de la CCA. Et on a bluffé complètement nos patrons à l'époque. Parce qu'on allait en Amérique et en Amérique, en fait, il y avait zéro show. Le show, c'était la course, quoi. Et donc, la présentation du pilote, c'était rien du tout. C'était Bob Hurricane Hanna et tout. Et l'autre, il était derrière la ligne de départ, il faisait bonjour et puis basta, quoi. Il y avait absolument pas de show. Et même si au tout début, il y avait un type qui était un dingue, un frappadingue complet, qui s'appelle Mike Goodwin, qui a été l'artisan ou le créateur du Supercross. Il concevait des espèces de shows annexes avec des cascadeurs, des trucs, des machins, qui quelque part qu'on a repris un peu avec le freestyle, mais avec le respect que je dois aux freestylers, bien sûr, que je prends pas pour des cascadeurs. Mais lui, c'était ça. Il avait au même Los Angeles Coliseum dont je parle, la première année, il y avait un espèce de gars il avait des ailes Delta sur sa moto, il avait pris un tremplin, il avait essayé de voler pendant un moment. C'était un truc complètement barjot. Mais voilà, c'était des shows annexes. C'était pas, si tu veux, un show lié aux acteurs. Or, moi, quand je suis arrivé en Amérique, ce qui a été, moi, j'ai tout de suite, de toute façon, j'idolâtrais étant moi-même un pilote d'enduro au départ, convenable, on va dire, et de motocross, mais j'avais envie de faire du motocross. Donc, dès que je suis rentré au journal, j'ai commencé à faire du motocross parce qu'enfin, j'avais de quoi, on me prêtait des motos, quoi. Donc, jusque-là, j'avais pas eu de quoi m'en acheter. Maintenant, on m'en prêtait. Et donc, j'ai pu commencer à faire du motocross et j'ai fait du cross en ligue d'Aquitaine, en truc et des endurances tout-terrain avec un certain Jean-Michel Musquin, le père de Michael, de Michael et Marvin, oui. Ouais. Marvin, avec qui on a gagné quelques titres en Aquitaine et que je salue si jamais il regarde. Donc, avec Jean-Michel, ces gars-là, je suis devenu un pilote de motocross, on va dire moyen. Je sais plus pourquoi je me disais tout ça. C'était pour vous dire pour le show, hein, pour le show. Voilà, comment tu as porté le show, quoi. Voilà, quand j'ai pu côtoyer directement, j'avais jamais vu que de la ligue, quoi. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé à aller voir du mondial et de là des supercross. Les mecs, c'était des surhommes, quoi. Pour moi, je savais faire de la moto, donc je voyais ce qu'ils faisaient et je réalisais à quel point c'était énorme. Et donc j'avais pour eux un respect et une idolâtrie, on va dire, considérable. Et quelque part, surtout en Amérique, presque, parce qu'en Europe, il y avait ces présentations à l'époque avec des majorettes, des machins, des trucs, les drapeaux, les gars sur la ligne de départ. En Amérique, les pilotes, j'ai été surpris de voir à quel point ils étaient anonymes. Et donc, ou pratiquement anonymes, à part sur le podium à la fin, quoi. Et encore, il n'y avait pas de vrai podium. Donc, lorsqu'on a créé le Supercross de Paris, on a bluffé donc nos patrons en leur disant que il fallait qu'il y ait un show formidable, etc. et tout, que c'était du show à l'américaine, parce qu'on connaissait le show à l'américaine, mais qui en fait dans le Supercross n'existait pas. Mais il se trouve que le Palais Omnisport de Paris-Bercy était un tout nouvel outil qui permettait ça, parce qu'il y avait des lumières, il y avait des trucs, c'était beaucoup plus concentré évidemment que dans un grand stade comme Anaheim ou le Coliseum. Et du coup, on a insisté d'entrer sur le show. En plus, le destin a voulu que le pilote star des premières années, ce soit un certain Ricky Johnson,
Je veux dire, c'est-à-dire un mec qui avait le chaud dans le sang, qui a commencé à faire ses premiers whips et tout sur le truc. Il faisait un whip à 1,50 m de haut sur 6 mètres de long et Bercy était debout, quoi. C'est un truc de fou. Donc, on a tout de suite compris que le public français n'avait jamais vu un truc pareil. Donc, je vais finir par répondre pour TF1 et tout. Donc, tous ces gens-là, c'est arrivé en cœur de Paris, quoi, et dans un endroit qui était l'endroit mythique. Le Supercross de Paris, ça a été le premier. Chirac avait fait le POPB pour ramener, son idée c'était de ramener les 6 jours de vélo à Paris, et qui se faisait à la Cipale dans les années entre guerres et dans les 30 glorieuses et tout. Et en fait, personne n'en avait rien à foutre des 6 jours à Paris, enfin très peu. Mais il y avait une mythologie autour de ça, et c'était Chirac voulait donner aux Parisiens ou redonner aux Parisiens les 6 jours de vélo. Donc, ça s'est inauguré le truc avec les 6 jours de vélo de Paris. Voilà. Bon, sur une espèce ils ont fait faire un vélodrome avec du bois. Ils ont dû couper je ne sais combien de forêts rares et tout en Indonésie. Aujourd'hui, les écolos de la mairie de Paris s'arracheraient les cheveux. Et bon, qui a servi une fois par an pour les 6 jours, quoi, pendant 2 ans ou 3 ans. Et puis les 6 jours, en fait, ça n'a pas fait recette et ça s'est arrêté. Donc, ils ont commencé par ça. Après, il y a eu Aïda, qui était un opéra, machin, etc. C'était le côté un petit peu déjà omnisport et spectacle du POPB. Puis, il y a eu un troisième truc dont je ne me rappelle plus, je crois que c'était un match de foot à 7 ou un truc comme ça, avec l'ancêtre du PSG, peut-être. Et puis, et après, il y a eu nous, le Supercross, quoi. Donc, on est arrivé très tôt dans l'histoire de Bercy et on a fait un show à l'américaine, avec des light shows, des trucs, des machins. Les pilotes étaient comme des fous, ils ont participé. Enfin, et voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, quand tu vois le Bercy, comment c'est resté dans tous les sports, tu regardes le tennis à Bercy, tu regardes des trucs, il y a eu cette notion de show, c'est nous qui l'avons amené. C'est au Supercross qu'ils le doivent, parce que le directeur de la salle a tout de suite vu ça, et il faisait partie du comité d'organisation du Supercross et tout, c'est l'orientation qu'il a donnée à la salle. Dans tous les spectacles qu'ils ont fait, ils ont essayé de donner cette touche Bercy avec la notion de show. Donc, on était dans l'endroit où il fallait être. On faisait un show que personne n'avait jamais vu. C'était retransmis à la télé parce pourquoi? Parce que c'était ça. C'était excitant, c'était bien. Il y avait du Alain Prost dans les tribunes. Alain Prost, c'était surtout le monde de Formule 1 à l'époque. Il y avait à côté du présentateur et tout qui racontait. C'était un ouzou du truc. À l'époque, la moto tuait pas de la gueule et tout le monde était content de venir. On était dans le début. C'est les années 80, même au niveau du rock, de tout ça et tout. On est dans une période de grand délire et de grands trucs. Donc, on est complètement en phase avec ça. Et c'est pour ça que les médias nous suivent. Cependant, pourquoi ça n'y est plus aujourd'hui? Ça y est plus aujourd'hui parce que le monde des médias a changé. Après, il y a eu donc on est en 84, on est sous la présidence Mitterrand. Mitterrand libère les ondes en France au lieu d'avoir 3 chaînes de télé. Il y en a, je sais pas combien, 6 d'abord, puis ensuite il fait les radios libres, etc. Et de là, l'évolution des choses fait qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de chaînes et qu'un spectacle aussi marginal, puisque l'effet de truc des débuts, il est passé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et puis que la nature, je dirais l'évolution des mentalités dans ce pays aujourd'hui n'est plus aussi pro ce genre de délire qu'il l'était tout au début. Et puis, du coup, il est normal que tu te retrouves sur des chaînes périphériques qui sont spécialisées dans ce genre de choses, quoi, ou complètement quand on est sur Automoto, ou un peu quand on est sur d'autres chaînes, quoi. Mais on a pu avoir du M6 de temps en temps. TF1 va refaire quand TF1 faisait toujours Automoto, ils ont refait quelques segments à Bercy il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais voilà, là tu rentres dans une niche. On est dans une niche, mais c'est inexorable. C'est inexorable. Ça vient de. Je pense pas qu'il faille y voir c'est pas un problème financier, parce que financièrement jamais les droits télé ont représenté quelque chose de significatif en Supercross. C'est-à-dire que tu es content de pouvoir montrer ton show à la télé pour que tes sponsors soient contents. Mais il faut pas t'attendre à ce qu'une télé vienne te payer ça. Ou alors quand ils te payent, ça va, dans notre cas par exemple, ça va couvrir très difficilement les frais de télé des caméras, des frais techniques, de la réalisation et tout ça. Donc aujourd'hui, les droits télé dans l'équation économique d'un Supercross,
c'est peanuts, quoi. Ça représente rien. Même en Amérique, ça représente pas grand-chose. Ce que j'allais te demander justement, c'est est-ce que c'est différent ce droit télé en Amérique? Oui, alors, là, on va se raccrocher plus à des choses qui vont parler davantage peut-être à vos fans d'aujourd'hui. C'est qu'effectivement, cette année, il s'est passé quelque chose de fort, qui a été la manière dont Feld a sauvé, je dirais, le Supercross avec leur opération de Salt Lake City. Vous êtes toujours là? Je ne vous vois plus. Oui, Oui, c'est bon. c'est bon. C'est bon. Excusez-moi, il y a eu un petit glitch. Donc, oui, Feld a fait son marathon de Supercross à Salt Lake City. À huis clos. À huis clos, donc sans la rentrée des spectateurs, et on aurait pu se dire ouais, mais c'est parce qu'il touche tellement de droits télé qu'il s'est retrouvé quand même et tout. Non. Les droits télé, sans dévoiler des grands secrets, d'après ce que je peux savoir, ça représente peut-être 1,5 million à 2 millions de dollars par an, ce qui peut paraître énorme, mais il y a 16 courses, quoi. Donc, à 16 courses, tu balades une équipe technique de Supercross, des caméramens aux réalisateurs, en passant par tous les gens qui peuvent être impliqués. Tu balades ça à travers 16 étapes sur 16 tours. Oui, rien qu'un million et demi divisé par 16, rien que ça. Ça calme tout le monde, là. C'est pas ça. C'est pas la raison pour laquelle ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que il y avait d'autres sponsors aussi, des Monsters, des gens comme ça et tout, qui donnent pour 17 épreuves ou 16, et à un moment, ils ont dit si vous en faites que je sais plus combien, 10 quand ils ont arrêté, on va vous payer 17e de ce qu'on vous doit. Et donc il y avait un petit manque à gagner là. Donc, et puis il y avait aussi, et c'était pareil aussi bien pour les droits télé et pour Feld que ça a été pour les partenaires des teams, qui des fois sont les mêmes d'ailleurs, des Monsters, des Red Bull, tous ces gens-là, ils n'avaient pas envie de payer les Roxen et même les teams, ce qu'ils avaient prévu de les payer pour avoir simplement 10 courses sur 17. Donc, soit Feld faisait quelque chose par rapport à ça, soit l'ensemble de l'édifice plongeait. Et donc Feld a pris l'initiative ils se sont bougé le cul, je dirais, de manière assez positive. Ils ont réussi à faire ça. Et ça a sauvé la mise à tout le monde. Et c'est d'ailleurs aussi ce que fait aujourd'hui Infront, ex-Ustream, pour les Grands Prix, etc. Donc moi, dans mon dernier édito d'MX Magazine, le mois dernier, j'ai essayé, je sais bien que c'est pas forcément très populaire parce que tout le monde s'imagine que les organisateurs sont des gros véreux qui prennent sur le dos du sport et qui sucent le sang des athlètes, mais là, en l'occurrence, cette année, c'est les promoteurs qui ont fait je dirais le plus gros du boulot et qui ont sauvé l'édifice aussi bien en Amérique qu'en Europe. Oui, parce que c'est vrai que pour leur défense, là aussi, on va pas être très populaire, mais je pense que Infront a aussi peut-être essayé de préserver les clubs en prenant, parce que les clubs n'ont pas fait de rentrée spectateurs et tout ça, et je pense que Infront avait besoin d'organiser pour sauver ce championnat du monde, et derrière, pas saigner les clubs non plus, ni les pylônes, ni qui que ce soit. Alors, de l'argent à Infront de toute façon. Je dirais, ce qui se passe à l'heure actuelle, ça leur coûte doubler. Il n'y a pas de mystère. Alors, je ne doute pas une seconde qu'ils essayent de faire au maximum pour que ça leur coûte le moins possible. Mais je crois que c'est une année quand même où finalement les teams et les pilotes d'un côté, et puis les teams et les partenaires et les teams et les organisateurs se sont rendus compte peut-être plus que en temps habituel à quel point ils étaient dans un même bateau. Et qu'au-delà des conflits forcément d'intérêts qu'ils peuvent avoir en temps habituel, ils se sont quand même rendus compte qu'ils avaient aussi des intérêts et des choses en commun, et que surtout, ils avaient à perdre tous ensemble. Donc, il y a un moment où je pense que ça peut changer un peu durablement. Je vais prendre un exemple tout con. J'ai été très, très critique et même ennemi pendant des décennies du système Longo, des Grands Prix, etc. Je me suis pas mal calmé par rapport à ça, d'une part parce que Longo a évolué, et puis David Longo, qui a repris derrière son père, même si Giuseppe est toujours là, est un type très sympa et très ouvert avec qui on peut bien discuter. Maintenant, ça reste un homme d'affaires, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a du respect entre lui et les teams, entre lui et les athlètes. Et bon,
il y avait un système, moi je considérais que le système des qualifs en Grand Prix du samedi, c'était un truc qui était, finalement on demandait aux pilotes, les pilotes ils faisaient pas 2 manches par week-end, ils en faisaient 3 quoi. Et on a vu que ces manches étaient souvent, on a vu à quel point, moi j'étais souvent impressionné de voir à quel point les pilotes étaient prêts à prendre des risques insensés le samedi au qualif pour aller gagner une place au dernier tour ou un truc ça représentait quoi tout ça? 0 en termes de primes et ça représentait une place de plus sur la grille quoi. Donc je trouvais que c'était vraiment un truc sans jouer les syndicalistes, tu vois, de pilotes. Si j'avais été syndicaliste de pilote, c'est un des premiers trucs sur lesquels je me serais battu, enfin en disant bon, vous êtes gentil, mais le samedi on fait des essais chrono et puis basta quoi. Parce que, alors évidemment, du côté des clubs et du côté de Longo, Longo ça lui donnait des produits télé et surtout internet pendant 2 jours. J'étais le premier à le regarder et tout ça, j'étais ravi. Dès le samedi, il y a des trucs à regarder et puis une vraie course quoi. Et puis pour les clubs, c'était rentré samedi. Tu vas dire combien de fois j'ai été à Saint-Jean un samedi, et Saint-Jean un samedi, c'était blindé quoi déjà, pratiquement autant que le dimanche. Donc ça permettait aux clubs de vendre des packages pour le week-end, etc. Néanmoins, d'un point de vue pilote, je trouvais que c'était vraiment tiré sur la corde, un peu à l'extrême et tout. Et bon, là, compte tenu de la saison telle qu'on l'a vécue, ce système, il a volé en éclats. Il a volé en éclats. Quand ils ont réussi à mettre sur pied quelques épreuves, Infront a compris qu'ils ne pouvaient pas maintenir ça. Et donc, ils ont consacré le samedi aux catégories annexes. Donc, ce week-end en Espagne, c'était 125 et 2,5 Europe. Et puis le dimanche au pro, quoi, enfin au MX1, MX2. Et même si moi, de manière très dans ce même bureau, ça me fait un petit peu moins regarder, encore que non, je regarde les courses du samedi des catégories annexes, hein, mais qui avant étaient dimanche matin aussi, etc. Bon, il y a un peu moins peut-être à regarder, mais je trouve que pour les pilotes, et d'un point de vue sportif, on n'a rien perdu véritablement je pense, de fondamental. Donc, ça montre que cette année, je pense, pour le futur, rien ne sera plus comme avant. Après, on peut même peut-être imaginer, j'en sais rien, avec la présence du public, c'est moins évident, mais incontestablement, le fait d'avoir fait plusieurs épreuves au même endroit, que ce soit au Supercross, ou que ce soit aujourd'hui en outdoor US ou en Grand Prix, ça a été quand même un peu une révélation. Je vais pas dire que c'est génial. Le 3e, il y en a marre. Si tu veux. Après deux à la rigueur, 3 ça saoule. Quoi, hein. Même à Kegums, en Italie encore plus, parce que le circuit était moins intéressant, je trouve, etc. Mais par contre, quand même, tu découvres des trucs. Quoi. Tu te dis, bah, tiens, au premier Kegums, je sais plus si je me rappelle bien, il y a Koldonov qui fait. Et en fait, tu fais un deuxième Kegums et un troisième Kegums et tu vois plus Koldonov, quoi. Je veux dire, ou beaucoup moins. Donc, ça montre qu'en effet, il n'y aurait eu qu'un seul, tu te serais dit, waouh, Koldonov à Kegums, il est imbattable, etc., ou il est super fort et tout. Et qu'en fait, c'est plus ou moins relatif. Et de la même manière, les Supercross à Salt Lake, tu as pu voir que quand tu changeais un circuit ou que les conditions changeaient, un jour c'est humide, un jour il fait très chaud, un jour il pleut, un jour machin, tu n'as pas vu cette fois le même Supercross, quoi. Tu as vu cette Supercross très différents les uns des autres, avec des hiérarchies très différentes et tout. Donc ça, d'un point de vue sportif, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et est-ce que ça aura vocation à se maintenir dans le futur à faible proportion? J'en sais rien. Que Red Bull, par exemple, ils arrivent à faire un samedi et un lundi. Pourquoi pas, quoi. Je veux dire, peut-être que ça simplifierait un peu parce que ce que j'ai toujours dit par contre dans mes chroniques et ce que j'ai toujours observé et puis j'en souffrais quand je dealais avec les pilotes et tout quand je deal avec les pilotes pour le Supercross à Paris, les mecs ils sont exténués, je veux dire, quand une course égale un week-end, ça veut dire aussi un voyage, des avions, des trucs, des machins, des bagages à récupérer, du décalage horaire des fois à récupérer, de l'entraînement à remettre en place, puis après tant que le jeudi il faut que tu repartes, etc. Les mecs, quand on arrive à la fin de l'année, les mecs ils en ont ras la casquette et donc il y avait les Américains, ils étaient sur la brèche depuis début janvier jusqu'à fin août, début septembre, quoi. Donc quand moi j'arrivais avec mon Supercross début novembre,
il y a la moitié des mecs déjà ils sont pas sur le marché parce qu'ils sont exténués ou ils ont truc ou ils changent de team, ils ont besoin de faire du testing avec leur nouveau team et il n'y a pas assez de place dans le calendrier. Bon, si tu commences à faire 2 courses au même endroit, tu vas libérer des espaces de calendrier pour que les mecs puissent que les pilotes puissent se remettre un peu d'une blessure ou ce truc-là. Sinon, tu te blesses dans un sport où tu te blesses. Il y a un mec sur 2 qui se blesse statistiquement dans les top pros chaque année. Donc, même quand c'est une simple entorse de la cheville ou un truc comme ça, le mec, s'il y a une course tous les samedis, ça y est, c'est out, quoi. Son championnat, son année, elle est foutue. Bon, donc, on était allé à l'extrême là-dedans. Quand on a commencé à faire le Supercross de Paris, c'était pas le cas. En Amérique, il y avait une dizaine de motocross et il y avait une douzaine de supercross à l'époque de week-end. Là, maintenant, tu es passé à 16 d'un côté, 14 de l'autre, quoi, pratiquement. Ils ont 30 week-ends officiels dans l'année, plus la Monster Cup, plus les Red Bull vont peut-être faire la Street Rhythm, ce genre de trucs. Les mecs, il y a que 52 week-ends dans l'année, quoi. Et les 6 week-ends qui passent d'Anaheim, c'est même pas la peine d'y penser parce qu'ils sont tous en train de se préparer. Et il y a la peur de se faire mal et de pas pouvoir faire Anaheim. Donc en fait, moi sur mon boulot pour les faire venir, c'est le problème majeur. Donc c'est un problème de calendrier. Et bouger la date de ton côté, toi Xavier, c'est pas possible non plus parce que je pense, tu vois, par exemple le Supercross de Hawaï qui a été monté avec Eric Perronard justement, juste après la fin de saison de Supercross, il arrivait quand même à récupérer quelques pilotes grâce à ça. Bon, par rapport à la localisation aussi, mais. Ouais, il y a la localisation, et puis les pilotes c'était si tu veux, justement, ce phénomène de calendrier dont on vient de parler a entraîné la spécialisation de certains pilotes. Les Brighton, les Mookie, les mecs comme ça qui font que du Supercross, c'est parce que il y a un moment, il y a des gars qui ont fini par se dire, attends, si je fais le Supercross US au mi-mai, je suis libre, et après, une fois que je suis libre à la mi-mai, après, je suis open pour tout le calendrier Perronard, Audouard et compagnie, c'est-à-dire de l'Australie à tous les petites opportunités qu'il peut y avoir, même à Montréal par-ci, un truc par-là. Les gars, ils sont payés en start money là-bas. Donc, quelque part, par rapport à des pilotes qui n'auraient pas des ambitions extrêmes en outdoor, dans la mesure où ils trouvent un team qui est prêt à les prendre que pour le Supercross, et ça, n'oublie pas que ça remonte à du McGrath, hein, même du il y a eu Windham, il y a eu Reed, il y a eu James, qui ont fait donc c'est pas nouveau tout ça. Et ça, c'est la réaction des pilotes par rapport à un calendrier infernal. Et donc finalement, des pilotes spécialisés Supercross, ils peuvent faire la saison US de janvier à mai, et ils peuvent effectivement faire un Hawaï par-ci ou un Montréal par-là, et puis faire après la période dans laquelle on est nous, c'est-à-dire octobre, novembre, à l'extrême limite début décembre pour ce qui est concerné Genève, mais si tu veux, tout en gardant leurs obligations pour le Supercross US ouvertes, et même ils étaient bien préparés pour ça puisqu'ils avaient fait des Supercross en Europe et tout. Donc nous, on va surtout pas changer la date parce que c'est le seul créneau qu'il y avait dans le truc. Alors ceux que tu parles juste après, quand tu fais juste après le Supercross US, que tu vas faire un Hawaï, mais tu tires un trait sur tous les pilotes qui vont faire le motocross une semaine après. Tu penses bien qu'ils vont pas aller pendant une semaine à Hawaï, alors qu'ils sont en train au contraire, de passer des réglages SX au réglage MX. Donc, ça vaut pour après, un. est-ce que ça va pas, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que ça va pas peut-être changer aussi avec cette histoire de Covid-19 parce que même là, ils parlent ils ont réduit cette année à 9 épreuves par la force des choses en outdoor. Ils risquent de rester là-dessus parce que les pilotes ont été ravis d'avoir que 9 épreuves au lieu de 12. C'est ça, je voulais dire. Surtout de les avoir plus tard aussi, parce que taper des Red Bull, des Floride en plein été au mois d'août, c'est compliqué. Et en plus de ça, on aurait peut-être des pilotes américains prêts pour le motocross des nations. Ouais, mais alors, là encore, tu sais que dès que tu touches, le problème, c'est que tout ça, c'est une espèce d'édifice où dès que tu touches un truc, ça peut faire basculer tout le reste et tout ça. Donc il y avait quand même une forme de déséquilibre un peu stable jusqu'à présent. Sauf effectivement pour le motocross des nations, parce que le fait que les Ricains terminent fin août, après ceux qui allaient se préparer pour les nations restaient 4 semaines sur la brèche pour porter la gloire du drapeau national, etc. C'est beaucoup demandé à un pilote professionnel qui est sollicité, comme je l'ai dit, tout au long de l'année. La preuve, il y en a, y compris pas des moindres, des Tomac et tout ça, qu'on finit par se défausser.
Et c'était difficile de leur jeter la pierre parce que ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça par rapport à leurs adversaires. Les mecs sont payés pour gagner les championnats de supercross et de motocross, ils sont pas payés pour gagner les nations. Donc vis-à-vis de leur team, et le team Kawa a préféré carrément mettre ses pilotes à l'aise en disant de toute façon, même s'ils sont sélectionnés, nous on n'y va pas. Alors qu'en plus ils sont sponsorisés par Monster, qui est le principal sponsor des nations. Donc c'est dire qu'il y avait quand même un problème aigu de ce point de vue-là. Sachant que les Américains sont 100 fois plus patriotes que la plupart des autres nations. Donc quand qu'un type comme Thomas qu'on arrive à dire ça et qu'un team Kawa US est prêt à dire ça, sachant le patriotisme des Américains et tout, donc ce qu'il va prendre sur la gueule comme critique par rapport à ça, mais ils l'ont quand même fait. Ça prouve bien que le problème était insoluble. Donc soit tu fais un vrai break au milieu de la saison entre le supercross et l'outdoor en effet, et tu décales l'outdoor, et à ce moment-là, à la fin de l'outdoor, tu as le motocross des nations et tout, mais les Américains vont pas faire tout leur business et tout leur truc uniquement pour se caler sur les nations qui leur rapportent zéro. Non, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a un moment où il y a un aspect business. Je sais que ça choque des fois les fans qui ne voudraient voir que par le sport, mais le sport peut pas marcher sans le business. Et en l'occurrence, le business de Infront et des Américains, c'est des Européens. S'il est contraire au business des Américains, c'est pas les Américains qui vont lâcher l'affaire, quoi. Donc moi, je crois que d'un point de vue, là, je vais reparler strictement d'un point de vue du Supercross de Paris. Moi, le fait que l'outdoor se décale là, tel qu'il se décale, c'est pas trop mon trip, quoi. Ça m'amuse pas. Là, regarde, Dylan, j'ai été ravi de lui envoyer un texto au milieu de la nuit, là, avant-hier et tout. Mais si j'avais été, au lieu de simplement le saluer et le féliciter pour ce qu'il venait de faire, j'avais eu en plus à gérer le fait maintenant qu'il allait falloir qu'il ait plus ses bagages pour venir à Paris, alors que bon, il change pas de team, donc c'est déjà une chose. Imagine qu'il soit passé chez KT par exemple, comme il en a été question à un moment. S'il était passé chez KT ou chez GasGas, enfin bon. Oui, les KTM rouges quoi. Ouais, les KTM rouges. Ça aurait été la croix et la bannière pour. Alors évidemment, tu peux toujours dire aux gens de chez KTM et à notre vieil ami Roger, on peut lui dire, mais attends, regarde, c'est bien, il va pouvoir faire une course, une vraie course et tout, avec sa nouvelle moto, prendre ses marques, travailler avec son nouveau mécano, voir des choses et tout ça qu'il verra pas sur un circuit d'entraînement. Ça c'est moi quand je parle à ces gens-là. Bon, maintenant, je sais aussi, Roger, je le connais depuis ma première année sur le circuit, donc c'est depuis 40 ans, parce qu'à l'époque, il était champion du monde, enfin, star des Grands Prix 500, donc je l'ai connu tout de suite là-bas. Roger, tu vas pas la lui faire. Alors, bien sûr qu'il y a ça, ce que je dis, c'est pas faux, mais il peut me dire aussi, oui, et puis s'il score la fille, ou s'il se machin, et puis finalement, il va faire je ne sais combien d'heures d'avion, il va risquer de tomber malade. Ça, c'était avant le Covid, on laisse le Covid à part, mais on sait très bien que dans les longs voyages, les trucs, les avions, les aéroports, les trucs, tu es susceptible à cette période-là de choper la crève ou n'importe quoi. Alors, regardez, même un David Villemain, Dieu sait si David est un ami du Supercross de Paris et que c'est le King of Paris et qui nous aime et c'est réciproque. Néanmoins, c'est le premier à te dire, ouais, finalement, Dylan, quand il va venir à Paris, il va faire un aller-retour de trucs, il va faire combien en 8 jours de moto réellement par rapport à ce qu'il aurait fait s'il était resté peinard à la maison, en Californie, en testing et en termes de trucs. Donc, c'est un argument recevable. Mon argument est recevable, mais le sien, on va pas se mentir, quoi. Il est recevable aussi. Donc, je préfère un Dylan qui termine sa saison à la fin août et qui a du temps de faire du testing, y compris s'il change de marque. Et c'est plus facile pour moi à gérer de l'avoir à Paris début novembre sans avoir la peur ou le risque de foutre en l'air tout son schedule et toute son organisation, chose que de toute façon il peut très bien décider de ne pas faire parce que aussi bien son team que même DV ou quelqu'un pourrait lui dire écoute, c'est pas raisonnable, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, alors on va pas lui promettre 2 fois plus cher pour essayer, c'est pas comme ça enfin ça peut être comme ça, mais c'est jamais une bonne solution d'acheter le temps des gens, d'acheter quelque chose qui est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Donc, après, justement par rapport à ça, il y a beaucoup de pilotes qui te disent, tu vois, des Tim Ferry et des gars comme ça qui sont jamais venus en Europe ou très peu.
qui regrettent maintenant et qui se disent mais putain, mais tout cet argent que j'ai laissé en Europe alors que je préparais une saison de Supercross, c'est maintenant qu'ils sont à la retraite et que c'est des gars qui n'ont pas forcément gagné des millions. Tu vois. Jeff Stanton, je pourrais t'en donner des pelletés comme ça. T'as des mecs qui aujourd'hui disent mais Inès, pourquoi on n'a pas fait, pourquoi on les a fait. Alors nous, que ce soit moi ou Eric, effectivement à qui tu fais référence, on leur tient ce discours depuis des générations, quoi. Ça fait 3 générations de pilotes à qui on tient ce discours-là. En disant les mecs, un jour vous regretterez cet argent qui est là, qui vous tend les bras. Et qu'on vous propose et que vous prenez pas parce que des gens qui vous disent non c'est pas raisonnable ou ça nous perturbe, ces mêmes gens-là dans 6 mois ils vont peut-être vous balancer parce que vous serez blessé, etc. Vous n'aurez pas fait les résultats qu'ils attendaient. Pensez à vous d'abord et à votre famille ou à votre compte en banque déjà au moins. Et bon, mais ça, voilà, il y en a un Brighton, il a compris tout ça depuis longtemps, très bien. Mais t'as un Brighton et t'en as plein des Ferry de l'époque ou des mecs comme ça qui aujourd'hui, même des Tomac, hein, tu vois, des mecs. Tomac, on l'a fait venir, moi je l'ai fait venir à Paris, hein, Tomac, il a failli gagner le titre de King of Paris une année. Et c'était génial, c'était bien, il est 2 fois, je crois même qu'il est venu. Mais il est venu aussi à Lille, pardon, bien sûr, il a gagné. Mais il est depuis, quand il arrive à un certain niveau de responsabilité, de trucs, il est dans un team qui est pas très demandeur. Enfin, c'est un euphémisme, au contraire, qui quasiment lui interdit, etc. Alors, un team qui interdit, faut aussi là-dessus, il y a quand même des choses. Oui, est-ce que le team peut interdire justement? J'allais te le demander ça. C'est un rapport de force. Tout est dans le rapport de. C'est une négociation. À tous les niveaux, de tout ce qui concerne la vie d'un team et d'un pilote, et tous les pilotes de top niveau qui sont peut-être plus aujourd'hui en carrière l'avoueront, tout est une histoire de rapport de force. Alors bien sûr que les teams, ils mettent sur pied ils mettent des réglementations ou des trucs sur pied en disant, il y en a même qui vont dire à un moment, pas de famille, pas de truc, oui, et puis pas de famille, et puis si un jour tu signes Stewart et qu'il faut qu'il y ait Big James qui soit là, je veux dire, il va être là, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors le père Gagezer, je veux dire, chez HRC, ils se sont traînés le père Gagezer pendant des années. Ça a été l'horreur, le fond ça a atteint des trucs pires presque que ce qu'on n'a jamais connu jusque-là. Pourtant, on en a connu des radicaux. Bon, et là, il y a encore quelques semaines, si j'ai bien compris, le père Gagezer avait repointé le bout du nez, quoi. Et ça a correspondu comme par hasard avec une période un peu difficile qu'a eu Tim. Après, bon, donc c'est te dire, c'est une question. Alors, là, je crois que Tim, en l'occurrence, c'est pas forcément demandeur, mais c'est variable tout ça entre un père et un fils. Je parle du père et du fils, mais ça peut être le Supercross ou pas le Supercross. Une année, un pilote qui a fait ce qu'il fallait en Amérique, qui a donné satisfaction au team sur bien dessus. Il y a un moment, si le mec il veut faire les nations, ou s'il veut venir au Supercross de Paris, pour moi, il peut. Dans 98% des cas, il peut. C'est une question de dire à son team, voilà, je le fais comme ça. Nous, on imagine que c'est marqué dans les contrats et que du coup, dans le contrat, il y a marqué pas de Supercross. Ouais, mais c'est du motocross. Il y a un moment, il y a des contrats, mais les contrats, ça vaut rien du tout. Dans ce milieu-là, comme dans d'autres. C'est-à-dire que, mais même, tu le vois bien en foot et dans tous ces sports qui sont pourtant largement au-dessus de nous, un contrat, ça vaut rien du tout dans ce sens que tu fais pas faire à un athlète de haut niveau, surtout dans un sport aussi dangereux que le nôtre, tu fais pas faire à quelqu'un un truc qu'il a pas envie de faire. Ou tu l'interdis pas de faire un truc quand tu es team manager, tu dois conserver. Attends un peu, je vais dire un truc, mais quand tu as un top pilote américain, je veux dire un champion en titre, le mec il va, je veux dire pour venir à Paris, le mec il peut gagner 100 000 dollars quoi, si tu veux. Je veux dire, si le mec qui lui interdit de venir à Paris, c'est comme s'il lui prenait 100 000 dollars dans son portefeuille quoi. Ouais. Y a un moment, si le gars il l'a payé 1,5 million de dollars et que le pilote a rien fait pendant la saison, le team manager peut se permettre de lui dire attends, tu restes là et on se prépare bien pour que l'an prochain ça marche. Ok, le pilote va fermer sa gueule. Par contre, si le pilote est vraiment demandeur et qu'il a délivré, comment dire en anglais, il a livré au team les résultats qu'ils attendaient cette année, etc. Même s'il a pris plein de pognon pour ça, il peut quand même, c'est difficile de lui dire bah non, tu sais quoi, finalement, tu vas pas aller prendre ton gros bifton, voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Alors,
chaque pilote et chaque team est un cas de figure différent. Mais c'est pas parce qu'un truc est marqué dans un contrat que ça ne se fera pas si les circonstances veulent que ça se fasse. Tout à l'heure, tu parlais de faire le syndicat des pilotes. Je voulais rebondir là-dessus. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Je pense que ça vient aussi du fait que c'est un sport individuel, qu'on a du mal à rassembler tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, dernièrement, on a eu Maxime Després dans notre live, où on a discuté du report de points et tout ça. Et ça, tu peux poser la question à 10 personnes différentes, tu auras 10 avis différents sur ce report de points. Et j'ai l'impression que c'est la même chose, même au niveau ligue, au niveau mondial, au niveau Supercross US, ils n'arrivent pas même toute l'industrie n'arrive pas à se réunir pour faire évoluer les choses. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, Xavier? Oui, là la discussion nous amène sur des scoops pratiquement. Bon, j'ai pas entendu le podcast avec Maxime. Maintenant, je sais évidemment, je connais la situation et c'est une situation inextricable. Effectivement, mon avis n'apporterait rien tellement de plus par rapport, comme tu dis, chacun va avoir un avis différent là-dessus. Et je pense qu'évidemment, c'est regrettable pour lui. Oui, voilà, lui était victime, donc forcément, il n'était pas pour ce report de points. Mais voilà. Mais ça nous ramène, on ne va pas redisserter là-dessus, mais ça nous ramène aux histoires de calendrier dont on parlait tout à l'heure. Alors, et en plus, on était quand même dans une année très particulière où là, le calendrier, tout a explosé, quoi. Il y a un moment, il y avait une épreuve d'élite, quoi. À un moment, si Mika Pichon et Nico Aubin et d'autres personnes, et Bud Racing et tout ça, c'était pas bouger le cul. Il y aurait peut-être eu qu'une seule épreuve cette année, donc il y en a eu 3, c'est déjà ça. Bon voilà, après le reste, qu'elle s'est pu s'insérer ou non dans un calendrier de Grand Prix qui lui-même changeait de semaine en semaine en fonction de l'impératif que personne ne maîtrise, c'est juste la faute, t'as pas de chance, on va dire. Maintenant, c'est évidemment très dommage pour Maxime. Maintenant, pour en venir à excuse-moi, on parlait du calendrier. On parlait de l'union des pilotes, des syndicats des pilotes. Quoi. Oui, là, ça m'amène à des sujets un petit peu secrets, mais sur lesquels je pense qu'il y a un peu prescription. Donc, d'une manière générale, déjà, en ce qui concerne, oui, c'est un serpent de mer. Les associations de pilotes, les machins et tout, c'est un serpent de mer. On en a toujours entendu parler. Moi, je me souviens, la toute première année que j'étais reporter, en 1979, il y avait une épreuve de 250 inter à Tolignan, dans le sud, là-bas où il fait chaud et tout, et c'était en plein été, il y avait évidemment une poussière de dingo, et à l'époque, les pistes n'étaient pas préparées, il n'y avait pas les arrosages, il n'y avait pas les trucs, enfin bon, il y avait une poussière de dingo, et il y avait les frères Boniface, et il y avait Jean-Michel Baron, et il y avait des pilotes de l'époque, des leaders, quoi, des Coco Gomez, et autres qui étaient donc. Et moi, j'étais jeune reporter, c'était un de mes premiers reportages. Je me suis retrouvé en plein milieu de leur discussion avec le club. Et est-ce qu'on fait. Et les pilotes ne voulaient pas rouler, il y avait trop de poussière. Et il y en a qui ont proposé, le club a proposé de faire une manche hors championnat. Et les mecs ont dit oui, mais que ce soit hors championnat ou pas hors championnat, c'est dangereux, etc. Donc, je me suis retrouvé très rapidement au milieu de tout ça. Et avec, évidemment, au tout début de ma carrière, une envie d'être proche des pilotes et que j'adulais, comme je t'ai dit. Et je me souviens, j'étais là, c'est les pilotes qui ont raison, c'est les organisateurs qui ont tort, etc. Excusez-moi. Toc, j'ai éteint mon téléphone. Ah. Donc, là, tu vois, t'as eu un coup de fil parce que je savais que tu parlais de trucs confidentiels. Voilà, un de Black Liner, mes amis du freestyle qui m'appelait là, donc je lui parlerai plus tard. Donc, ouais, nous, en tant que reporter, on se retrouve un peu au milieu des trucs, parce que il va falloir qu'on raconte les choses. Et donc, moi, je me souviens qu'au début, j'étais un peu endiablé. Je prenais quand même assez systématiquement le parti des pilotes. Et si tu veux, bon, après, je me suis rendu compte quand même au fil de ma carrière, et notamment quand j'ai commencé à organiser des choses, à Bercy, par exemple, je veux dire, il y a un obstacle qui va plaire à un pilote parce qu'en fait, il sait qu'il peut le sauter, mais ceux qui, en fait, ont du mal à le sauter, ils vont dire que c'est dangereux, et et en fait tu t'aperçois assez rapidement, et ça il faut modifier telle partie, mais tu sais, parce que le mec il est pas à l'aise dans cette partie, ou les whoops sont trop ceci, les whoops sont pas assez cela, les machins, en fait tu te rends assez rapidement compte que de toute façon dans ces cas-là tout le monde fait pour sa gueule, et sa propre gueule, et pas forcément pour celle du voisin, et que donc il n'y a pas vraiment une unité en général alors il y a pu y avoir des fois des
choses qui ont rallié tous les pilotes. Mais bon, ça m'a jamais vraiment concerné ou pas trop. Donc j'ai pas eu trop à gérer ce genre de choses. Par contre, en Amérique, il y a eu ces différents moments. J'étais là le soir où les lumières, où il y a eu un problème de courant au stade Sam Boyd à Las Vegas, le jour de la finale, où les lumières se sont éteintes et où McGrath et compagnie, qui avaient programmé déjà leur soirée d'aller faire la bringue après, tout ça, parce qu'il était déjà titré. Ils n'avaient pas envie de se faire chier à attendre que les lumières se rallument, que les mecs ont amené des lumières de chantier pour mettre autour du circuit. Et puis là, il y avait une certaine mauvaise foi de la part du clan McGrath et tout, qui ne voulait pas participer à cette finale. À côté de ça, tu avais quelques teams un peu à poigne comme Yamaha qui disaient à Emig, tu vas rouler et c'est comme ça. Et ça a été sa première victoire, Emig quand même. Donc il s'en est pas plaint. Mais j'ai pu me rendre compte aussi, tu vois, et à ce moment-là, il y a eu la rumeur que les pilotes allaient se syndiquer pour faire face à ce genre de trucs et tout. Ça s'est jamais produit. Après, il y a eu, je vous ai parlé que pendant longtemps, j'ai été effectivement un opposant assez virulent dans mes écrits et même dans les faits à ce que faisait des Grands Prix. Et il y a eu une espèce d'embryon, enfin même plus d'embryon quand même, de début non pas de syndicat de pilotes, mais d'organisation des teams. Et il se trouve que c'est un vieil ami à moi qui est Gérard Vallat, que c'est forcément, qui est donc aujourd'hui agent de beaucoup de pilotes après avoir été à la tête de Oakley Europe, etc. Et qui était avec moi dans les premiers Supercross dont je parle quand je suis allé en Amérique, pratiquement pas au premier, mais au deuxième ou au troisième. Ça faisait partie des mecs branchés, quoi, qui gravitaient autour de nous à la CCA. Et donc, Gérard, un vieil ami, a monté à une époque à la demande des teams eux-mêmes, avec qui il était en contact en tant que sponsor et également qu'agent de pilote. Il a monté le MX Tag, qui était une sorte de syndicat, donc des teams qui faisaient un contre-pouvoir à Longo. Et en fait, à l'époque, Gérard étant mon ami, et j'ai pas mal travaillé dans la coulisse pour ce projet des MX Tag, et écrire des communiqués, faire des trucs en anglais et tout ça, parce que bon, j'avais la compétence pour faire ça. Et puis bon, Longo a contrecarré tout ça, et puis finalement, là encore, c'est comme les pilotes, les teams sont concurrents les uns des autres, quoi. Donc il y a un moment où comment dirais-je, la solidarité des teams les uns avec les autres, elle finit par un peu se fendiller, puis après le truc, jusqu'à exploser le cas échéant. Toujours est-il que MX Tag, ça nous a demandé pas mal de boulot. Ça n'a pas amené grand chose en définitive. Longo a manœuvré durement. Il a créé une espèce d'autre association qui était comme un syndicat pro Longo, avec quelques teams italiens qui tenaient un peu par les machins là. Et puis voilà, quoi. Donc très vite, tout ça très vite, au bout de je sais plus combien, un an ou deux, tout ça s'est dévité. Je pense que ça a pu apporter quand même, ça a montré qu'il pouvait quand même y avoir un peu les teams avaient quand même des choses à revendiquer. Mais bon, je me souviens qu'à l'époque, on disait par exemple pas plus de 14 ou 15 Grands Prix par an. Et aujourd'hui, les calendriers en prévoient 18, 19, 20. Donc, tout ce qu'a pu apporter MX Tag à son époque a depuis été complètement dilapidé. Et donc, voilà. Pour répondre clairement à ta question donc initiale, et avec beaucoup de retard, je dirais que, ouais, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, en France, on pourrait dire, rappelle-toi, il y a 2 ou 3 ans, les pilotes de Supercross ont commencé à faire effectivement une page Facebook dans laquelle ils étaient ensemble, etc. pour des trucs. Ça a pas duré vraiment. Il y a un moment, si tu veux, quand tu es pilote de motocross ou de Supercross, c'est un boulot quand même dangereux et prenant et qui est difficile mentalement à gérer, etc. Je pense pas que ce soit un pilote lui-même peut pas être syndiqué ou du moins être un leader. Et le problème, c'est que donc quelqu'un qui doit tenir ça, c'est quelqu'un de l'extérieur. Et ce quelqu'un de l'extérieur, il est forcément du milieu pour être motivé pour faire ça. Il n'y a pas d'argent pour le payer. Et à un moment, s'il est du milieu, c'est qu'il va être lié plus ou moins avec tel ou tel pilote ou avec tel ou tel intérêt. Donc à un moment, il pourra pas défendre l'intérêt général. Et puis c'est pas sa vocation quelque part. Donc je pense pas que ça ait. Je pense pas que dans la circonstance,
Regarde, il a fallu pour l'élite, il a fallu cette année qu'il y ait des énergies positives d'un Mika, je te dis, d'un Nico Aubin et d'un Steph qu'il a fait pour faire naître plus d'une seule épreuve d'élite. Bon voilà, ça c'était de l'énergie positive et ça a servi à quelque chose de concret. Maintenant, je vois pas en quoi un syndicat de pilotes viendrait protester contre le fait que des pilotes puissent avoir des compensations parce qu'ils marquent des points en Grand Prix le jour d'un élite, si tu veux. Au départ, ça a été créé pour aider des pilotes qui étaient tiraillés entre l'élite et le truc. Donc, il y en a forcément que ça arrange et d'autres que ça n'arrange pas. Comment veux-tu défendre les deux? C'est l'opposé, donc on peut pas. Toi, tu nous dis que tu es assez proche des pilotes. On le voit, tu viens de recevoir un appel de pilote de freestyle. Tu arrives quand même à entretenir pas mal de liens. Que penses-tu, toi, de l'état de fatigue des pilotes de GP à l'heure actuelle par rapport au calendrier qui a été forcément modifié? Ils ont des fois plusieurs épreuves dans la semaine, une le dimanche, une le mercredi. Personnellement, pour l'instant, j'ai personnellement pas discuté avec des pilotes de GP, mais on a l'impression qu'il y a plus de blessures cette année, qu'il y a plus de fatigue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et toi, justement, tu nous disais qu'il y avait moins de fatigue par rapport au voyage. Oui. De par j'ai des contacts sur les Grands Prix qui me remontent un peu les informations, bien sûr, par rapport à ça. Mais c'est pas le sentiment que j'ai. J'ai eu le sentiment. En gros, le truc, c'est que quand il y a eu des Grands Prix multiples, il y en a eu 3 en Lettonie, il y en a eu 3 en Italie, etc. Le 3e, ça fait long, apparemment. Parce que les mecs, ils sont plus ou moins obligés de rester dans le paddock et tout. Il y a un moment, ça fait quand même 12 jours ou 14 jours de paddock à la suite, si tu veux, entre l'avant-premier Grand Prix et l'après-dernier Grand Prix. Et ça, apparemment, c'est long mentalement plus que physiquement, je dirais. Après, non, je pense que physiquement, là-dessus, là, je reviens sur les pilotes américains et sur le Supercross. Là-dessus, je leur ai pas parlé à eux directement, mais j'écoute tous les podcasts américains, tous les trucs et tout, donc j'entends toutes leurs réactions et je regarde tout. Et au contraire, je pense que beaucoup ont dit, bah, tiens, finalement, le fait de rester au même endroit, on s'évite justement tout ce que je disais tout à l'heure, les voyages, les décalages horaires, les machins, les aéroports, les bagages perdus, le stress de l'avion en retard, la connexion ratée, le machin, et rebelote 3 jours après, tout pour aller embrasser sa femme et faire un footing avec le chien. Je veux dire, il y a un moment où je crois que, alors Salt Lake, c'était quand même un marathon pour le coup, hein, pour les mecs, ils n'ont pas bougé et tout, c'était le plus dur. Et je crois pas qu'ils l'aient tous vécu très très mal. Et à la limite, si ça peut leur donner 4 semaines de suite après tranquillou, tout en ayant fait autant de courses, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, alors ça se reproduira pas parce qu'économiquement, ça n'a aucun sens de faire ça, à moins que tu sois obligé, comme c'était le cas cette année. Mais par contre, pour en venir au Grand Prix, il y a la blessure d'Erling. Ok, à part la blessure d'Erling, je vois peut-être que là ça m'échappe un peu, mais après on voit beaucoup de chutes, c'est ça. Alors peut-être qu'on les voit beaucoup parce qu'elles sont regroupées. Ouais, et puis aussi, les pilotes ils courent 6 fois sur le même circuit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça n'a pas été forcément très passionnant. Là, les courses en Espagne, c'était chiant comme la mort parce que le circuit permettait pas grand-chose. Donc les mecs, tu leur demandes de recourir sur un truc où il se passe rien et où il y a un moment où ils savent très bien sur les circuits qu'on a vus, hein, aussi bien en Italie, un des deux en tout cas, et même Kegoul un petit peu, les circuits, contrairement au Supercross, ils les ont pas vraiment changés. C'est pas facile de changer un circuit outdoor de la même manière que tu changes un circuit Supercross. Ouais. Donc, si tu veux, il y a une certaine lassitude et puis de course en course, les mecs voient bien que bon, il n'y a pas à chier, on peut pas doubler, à moins de péter dans la gueule dans cette épingle-là et tout. Donc, à la 3e course, les gars, ils savent ça et ils vont y aller direct, quoi. Alors, ça peut entraîner éventuellement telle ou telle blessure ou chute ou un gars va se dire il faut absolument que je gagne un peu de temps dans ce saut-là parce que ça me permettra d'attaquer dans cette épingle-là. Je le sais parce qu'il y a 2 jours, j'ai essayé et je me suis cassé les dents là-dessus pendant toute la course sans arriver à passer un mec. Je pense à ce pauvre Romain Fèvre, je veux dire, au premier Grand Prix là en Italie, où qui est resté une manche entière et 2 même derrière Prado, alors que et même Gagezer, enfin, je veux dire,
Gageure a réussi à doubler Prado après, donc ça montre bien que c'était faisable. Mais moi, j'ai passé 2 manches à me dire, mais putain, fous-lui ta moto dans la gueule, quoi. On n'en parle plus. Mais vraiment, quoi. J'étais là, je bouillais à la place alors que j'étais derrière mon ordi et tout. Je vivais la frustration d'un Romain qui, à chaque fois qu'il faisait une boulette, parce que justement, en essayant de le doubler, il perdait 50 mètres, il revenait. Donc, il était plus vite que Prado. Et c'est Prado qui gagne le Grand Prix, même, je crois, à la faveur des 2 manches et tout. Donc, il y a un moment, le soir du truc, tu te dis, putain, j'étais le plus fort et j'ai pas gagné. Donc, imagine bien que la fois suivante, effectivement, tu vas avoir tendance. Alors, la fois suivante, il se trouve que Robin a gagné. Donc, Oui, du coup, il a bien rectifié le tir. Il a rectifié le tir, mais surtout, il a pris des meilleurs départs, etc. Mais il y a un moment où, effectivement, ça peut engendrer des prises de risques supplémentaires ou des trucs. Mais franchement, l'un dans l'autre, j'ai pas l'impression, à part, je te dis, le cas d'Erlings, qui aurait pu être dramatique, quoi, hein, si j'ai bien compris. Oui. Mais le cas d'Erling, c'est aux essais chrono, je crois, et tout. Donc, c'est pas vraiment en situation de course. C'est même pas, ça aurait été encore les qualifs. On aurait pu, sans revenir sur la conversation de tout à l'heure, on aurait pu se dire les qualifs sont dangereuses. Non, je crois que cette année, au contraire, les pilotes, l'idée de pas changer pour faire au moins 2 grands prix de suite, et quitte à avoir moins de voyages, parce qu'en plus eux, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup que ça ennuie de pas avoir été en Chine, en Indonésie, au machin, aller rouler sur des. Argentine, c'est un super terrain. Oui, d'accord. Donc tu parlais pour les terrains. Je pensais que tu parlais par rapport au voyage. L'ensemble. Si tu veux du truc. Je pense que ça doit certainement être sympa de découvrir l'Argentine, l'Indonésie pour la première fois, ou même la Thaïlande, ou ce genre de truc. Culturellement et tout ça, ça doit être sympa. Il n'en demeure pas moins que c'est en plein milieu de l'hiver, des fois, enfin, ou au sortir de l'hiver, aller se mettre dans des cagnards invraisemblables pour aller rouler sur des circuits pas forcément passionnants. Voilà, si jamais tu t'arrives une ou 2 merdes et que tu fais un mauvais Grand Prix, je veux dire, tu t'es tapé 2 fois 12 000 bornes, je ne sais combien d'avions, de machin et tout, tu reviens, tu as mis quelques points et tout, et tu dois en avoir sur la patate. Enfin, c'est sûr que là, rester 3 jours de plus sur un circuit pour faire un autre Grand Prix, un deuxième Grand Prix et tout, c'est quand même beaucoup moins frustrant, je dirais. Donc, voilà. Par contre, aller jusqu'en Argentine, ça vaut la peine parce qu'il y a un circuit fabuleux, je trouve, personnellement. Non, c'est vrai que c'est bon, on a de belles courses chaque année en plus. Ouais. Dangereux peut-être pour les pilotes parce que hyper rapide, surtout avec des grands sauts. Mais je trouve super intéressant à regarder en général l'Argentine, quoi. Donc bon, mais non, je pense que c'est une évolution. Je te dis, si ça pouvait se garder sur 2-3 courses, que ce soit en Amérique ou en Europe, et réduire l'étendue du calendrier, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde, y compris pour les teams. Hein. L'air de rien, les teams, envoyer les motos, les mettre en caisse, arriver, déballer, ou même quand c'est 2 grands prix en Europe, mais à 2000 bornes l'un de l'autre, et sortir le haut vent, le machin, enfin, c'est leur boulot. C'est parce mais il y a beaucoup de travail en annexe pour arriver à faire, grosso modo, la même chose que la semaine avant, quoi. Donc, des fois, si tu peux faire les deux au même endroit, alors, ce serait mieux si ça s'était trouvé sur des circuits super intéressants, ce qui n'a pas été complètement le cas, quoi. Donc voilà, c'est... D'accord. Xavier, on a dépassé l'heure d'interview, mais j'ai quand même encore 1 ou 2 questions pour toi, si ça te dérange pas, si tu as encore un peu de temps à nous accorder. Oui, mais je suis trop bavard, je sais bien. Tu peux t'en prendre qu'à toi, c'est pas notre faute. Non, mais bon, moi, ma vocation, voilà, j'ai une vraie vocation de journaliste. J'ai été journaliste avant si j'avais pas eu cette opportunité dans la moto, j'aurais été journaliste ailleurs. Mais dans la moto, ma passion, c'est de vivre et de connaître les choses et de le transmettre aux autres. Parce que quand j'étais de l'autre côté de la barrière, quand j'étais gamin, je te dis, il y avait tellement peu de matière à un moto-revue par semaine, où je m'intéressais essentiellement au tout-terrain et donc au motocross. Je veux dire, ça faisait quelques pages à lire 5 fois dans le week-end, je te dis. Je l'apprenais par cœur pratiquement. Donc aujourd'hui, que j'ai la chance de pouvoir donner aux autres contenu de ce que j'ai pu observer ou de ce que je peux connaître, c'est plaisir. Bah nous, en tout cas, je te rassure, on se régale, donc ne t'inquiète pas, et nos abonnés aussi, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais j'ai une question concernant la médiatisation, parce qu'on avait posé à Eric Perronard cette question sur le fait, tu sais, maintenant les réseaux sociaux prennent une ampleur énorme en termes de communication, et on avait demandé alors on avait posé cette question à Eric Perronard et à David Vuillemin. Ils avaient tous les deux un avis complètement différent. C'était sur le fait de diffuser en masse du motocross et du supercross sur les réseaux sociaux, au lieu de passer par des chaînes comme Automoto la chaîne, qui sont top avec de la bonne qualité, mais qui sont payantes et pas forcément accessibles à ceux qui ne sont pas passionnés par ce sport-là.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses, toi, comme David Villemain, que pour promouvoir notre sport au maximum, il faudrait arroser à fond les réseaux sociaux et que des gens, tu vois, en fonction des algorithmes, comment ils sont foutus, ils tombent dessus et par chance, le gars est tombé dessus et le week-end d'après, il va acheter une moto? Ou alors, comme Eric Perronard, tu penses que toi, tu préfères regarder du motocross avec des gens qui sont passionnés de motocross? Bah, là, tu parles à quelqu'un qui a fait sa vie dans sa carrière dans la presse spécialisée. Donc déjà, je suis pas forcément, je suis toujours objectif, mais Ouais. j'ai fait Non, une mais c'est bien d'avoir ton avis. Ouais, c'est bien opinion, hein. d'avoir ton avis là-dessus. Je suis orienté par ça. Non, là-dessus, je suis absolument pas d'accord avec David. Ce qui m'arrive de temps en temps, même si, parce que autant j'adore David et je pense que c'est un mec qui a des opinions extrêmement intéressante sur un certain nombre de trucs, mais il peut se planter tout aussi largement qu'il voit juste certaines fois. Donc là, en l'occurrence, non. Moi, je pense, alors là, je suis beaucoup plus proche, je pense que peu de gens l'écoutent, mais tu vois, un Steve Matthes, par exemple, en Amérique, qui est un observateur intéressant et pointu, a cette opinion que je partage complètement, qui est celle que non, tu as une offre, quelle que soit ta passion aujourd'hui, tu as une offre télévisuelle. Alors, ok, elle peut être payante. Enfin bon, très franchement, le prix à payer pour certains abonnements, etc., me paraît pas super excessif. Et par ailleurs, quand bien même tu vois pas le direct, je veux dire, t'as des rediffs partout, t'as des YouTube, t'as des machins. Enfin bon, je crois que, enfin, moi, je viens d'une génération où il fallait attendre jeudi, vendredi ou samedi pour avoir les résultats d'un Grand Prix qui s'était passé 15 jours ou 3 semaines avant, quoi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, tu vas pas me la jouer. Et j'étais hyper passionné, donc tu vas pas me la jouer. J'ai pas assez d'informations, donc ça m'intéresse pas. Ou au contraire, je pense que le mec qui est pas intéressé par ça, c'est pas parce qu'il va zapper, qu'il va tomber sur du motocross ou du supercross que tout d'un coup il va se mettre sur son fauteuil et qu'il va arriver alors qu'il en nous. S'il ne connaissait pas l'existence du motocross et du supercross 10 minutes avant, il va pas se mettre à aller acheter une moto une demi-heure après. Je veux dire, ça a pas de sens. Par ailleurs, l'idée d'inonder ce sport, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un sport de niche. Je pense qu'on se porte presque mieux comme ça. Alors ouais, la médiatisation, les sponsors, il faut arrêter les mecs. Des sponsors. Regarde, tiens, l'événement de ce week-end, en dehors évidemment du titre de Dylan pour nous, un petit d'Osborne qui est quand même assez bonnard et assez étonnant, je dirais. L'événement moins marrant, c'est quoi? C'est que Geico s'en aille du supercross, du motocross. Ils s'en vont en plus en ayant quand même gagné l'épreuve du 450 et fait un triplé en 250. Quoi. Donc c'est un truc c'est pas par manque de résultats qu'ils s'en vont. Donc ils étaient avec le premier constructeur mondial et ils sont là depuis plus de 20 ans. Donc si tu veux, c'est déjà bien qu'ils soient restés 20 ans. Parce que tu regardes le nombre de sponsors, de machins, et qui sont arrivés, qui étaient soi-disant, tiens, et l'an prochain, c'est un scoop, mais bon, qui n'intéresse que le milieu peut-être pointu. Mais bon, Toyota va s'en aller du Supercross, par exemple. Toyota, c'est une paire de millions de dollars qui vont plus être mis dans ce sport-là. Et bon, et c'est aussi un sponsor grand public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sponsors grand public, quand ils arrivent dans notre sport, il n'y a pas à tortiller, quoi. Après 1, 2, allez, 20 ans de Geico, c'est fabuleux. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'est après 1, 2, 3, 4 ans, pour avoir donné un peu de temps au temps, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Donc, ils se barrent. Et ça ne va pas changer en ce sens que ça ne va pas changer parce que il n'y a pas... il n'y a pas le moindre doute là-dessus non plus. L'évolution de la société ne va pas dans le sens des sports mécaniques, quoi, et du motocross en particulier, qui est dangereux, qui est machin, qui est... Donc, sans revenir au rock'n'roll qui est derrière moi ou au truc, etc., mais il y a une notion de rébellion et de trucs dans ce sport au départ. Alors, franchement, les gens qui le font aujourd'hui sont plus des rebelles, je dirais pas ça, mais au tout début, quand ça m'intéressait, il y avait un peu de ça, surtout en Amérique. Et je dirais que c'est pas un sport pour tout le monde. C'est trop brutal, c'est trop c'est pas politiquement correct. Ça va intéresser forcément une frange de gens qui sont un petit peu quand même rebelles à l'ordre établi ou qui aiment les choses et qui vibrent à l'adrénaline plutôt que je sais pas moi, qu'à la tranquillité d'esprit. Par conséquent, inonder la société avec plus de motocross ou plus de supercross, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Ça va rien nous rapporter du tout. On est entre nous.
Et pour les sponsors, tu penses pas que, en fait, des sponsors comme Toyota, comme Geico peut-être, ou autres, hein, peut-être même au niveau français, si ces sponsors-là étaient beaucoup plus diffusés en masse sur les réseaux sociaux et qu'il y avait une audience qui était vraiment, on Mais il n'y va aura dire, pas de chance parce stricte. que les gens s'en foutent. Et donc justement, j'allais te donner l'exemple du championnat d'Italie qui avait été retransmis en début d'année. Là, on a les 4 premières épreuves qui avaient été retransmises justement. Je l'avais regardé et ça m'avait frappé parce que sur Facebook, si tu veux, tu vois le nombre de personnes qui regardent en même temps que toi. Et c'était entre 20 et 30 000 personnes qui regardaient en même temps, en temps Qui est- réel. C'est-à-dire, ils peuvent le re-regarder à la suite. Tu vois? Pourquoi J'en faisais partie, mais pourquoi? Parce que c'est le truc d'avant-saison de Grand Prix. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au Grand Prix, tu as intérêt à regarder ça. Alors après, je sais pas, je suis pas suffisamment familiarisé pour savoir si vraiment les chiffres Facebook, là, tels que tu les lis en instantané, sont absolument en béton ou Alors s'il y a un moyen. justement, on en avait parlé avec Jérôme Ramos qui connaît bien ça. Il nous avait dit, lui, que les chiffres Facebook sont beaucoup plus précis que les chiffres d'audimat ou d'audience télé. Donc, D'accord. par conséquent, ça veut dire que, en fait, Qui n'est- excusez-moi, ça permettrait à l'organisateur de prouver aux sponsors qu'ils ont eu un nombre de vues, une visibilité qui est extraordinaire par rapport Ouais, peut-être à la mais télé. extraordinaire, c'est 20 000 personnes. Je veux dire, c'est comme il y a les grands soirs au Supercross de Paris, quoi. Je veux Alors, dire, donc, justement, c'est 20 000 personnes en instantané. Tu sais, pendant que tu es en train de regarder, mais la vidéo reste. Donc, à la fin, par exemple, au bout d'une semaine, tu peux te dire, il y a 150 000 personnes qui ont vu ma vidéo. ouais, mais quand tu vois les conneries qui font des millions, je Oui, ne sais quoi, après c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, bien sûr. il y a une certaine manne publicitaire qui est disponible dans le business mondial et elle se répartit aujourd'hui avec les fameux services, les fameux réseaux sociaux dont tu parles. Elle se répartit avant, elle était concentrée sur des télés, des magazines et des journaux. Aujourd'hui, elle se redispatche sur des milliers, des dizaines de milliers de médias différents. Or, elle n'est pas extensible à l'infini, cette manne publicitaire. Elle représente un petit pourcentage du business des firmes en question. Donc, je ne pense pas que le fait que tu vas arriver à les impressionner avec les chiffres que tu vas recueillir sur le championnat d'Italie ou sur le Supercross de Paris ou sur des trucs comme ça. Je crois qu'on a plus intérêt à être un sport de niche entre nous, entre gens qui pouvons nous comprendre, qu'on soit pas sans arrêt en train d'avoir à se justifier. Mais non, on va pas. Je veux dire, le réchauffement climatique va pas prendre 5 degrés parce qu'on fait du motocross. On va pas polluer les sols, etc. à Saint-Jean-d'Angély parce qu'il y a un circuit à Mazeret. On va pas faire ceci, on va pas faire cela. Donc, si tu passes, plus tu élargis ton audience et plus tu passes ton temps à essayer de te justifier de ta passion. Il vaut mieux la partager avec les gens qui sont passionnés aussi, je pense, en sortant tout ce bullshit de la discussion parce qu'on gagne du temps et on parle de ce qui nous plaît. Et tant qu'on est encore assez nombreux pour arriver à vivre, à ce qu'il y ait des pilotes qui vivent avec ça, qu'il y ait des teams qui arrivent à vivre, avec qu'on arrive à attirer quelques sponsors un petit peu, regarde, Monster, machin, tout ça, même Red Bull. Et pourquoi ils se retrouvent avec nous? Ils sont radicaux. Ils s'intéressent à des sports qui sont pas politiquement corrects. Et ils ont quand même une audience. C'est eux qui peuvent donner une audience plus grande à ce genre de sport. Mais si jamais du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, ils disparaissent ou qu'ils perdent de l'influence ou qu'ils décident de se mettre davantage sur d'autres sports, et malheureusement, c'est quand même un petit peu d'actualité. Enfin bon. Je veux dire, on n'est pas certain que Monster va continuer à s'intéresser à ce sport aussi longtemps que depuis qu'ils le font, ou avec une telle intensité, on va dire, par exemple. Et si jamais, imagine une seconde que Monster commence à vraiment dévisser un peu, t'imagines un peu tout un pan du truc qui s'écroule. Donc, tant que ça marche comme ça, moi je dirais, concentre-nous sur ce qu'on fait, essayons de le faire bien, en étant réaliste. Là-dessus, Eric, c'est un mec réaliste, c'est un businessman. Il travaille à l'heure où on parle, il est en train de faire un truc avec Red Bull justement dans un des états où ils peuvent encore bouger et où ils font une espèce de grand contest freeride là en ce moment. Je pense que j'ai peut-être dit un secret. Personne ne regarde. Voilà, donc tout ça pourquoi? Parce que la télé, Red Bull Télé, ils ont justement des événements qu'ils avaient prévu de faire ailleurs, comme d'ailleurs la Straight Rhythm qui devrait être faite en ce moment. Tous ces budgets-là, ben, ils sont là, ils cherchent, ils sont orphelins.
Et donc, ils ont créé un événement freeride, là, qu'ils sont en train de filmer en ce moment dans la Pampa, je sais plus où, au milieu des États-Unis, et qui vont diffuser. Donc, ça, c'est Red Bull qui sauve le truc, quoi, si tu veux, qui crée quelque chose à partir d'un budget qu'ils ont. Bon, maintenant, allez, je te dis aujourd'hui, chercher des sponsors grand public pour les intéresser au motocross et au supercross, malheureusement, je pense que c'est peine perdue. On a essayé, ils arrivent et ils repartent. Les quelques-uns, quand une fois de temps en temps, parce que il y a un président quelque part ou un PDG qui va être nommé, que son fils en fait ou qu'il en a fait, etc. Et trucs. Mais ils sont rappelés à la réalité rapidement. La réalité, c'est qu'on n'est pas un public qui est ni suffisamment large, ni suffisamment dépensier, ni suffisamment tout ça pour attirer, je pense, du grand public. Donc, pour moi, il faut que ce soit les marques de moto, les accessoiristes, les gens du milieu et les marques grand public qui sont quand même centrées autour des activités un petit peu marginales et un petit peu radicales comme la nôtre qui tiennent ce sport. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est celle déjà depuis un bon moment et je pense que ce sera celle de demain aussi. Bon, merci pour cette réponse. Parce que la dernière question qui reste, c'est la question du jour. Et là, parce que nous, Blaise, il va regarder le nombre de vues qu'on a eu et il va vendre nos sponsors. Alors, il faut pas que j'oublie la question du jour. Hein. Ouais, mais c'est un peu long et un peu technique, peut-être tout ce que j'ai dit est un peu trop... Non, très intéressant. Mais c'est bien parce que tu vois, souvent on la pose cette question à nos invités et c'est un sujet qui tranche et ce que tu dis c'est légitime. Donc voilà, après nous, tu sais, on est à fond sur les réseaux sociaux, donc on va pas te dire que on n'aimerait pas que tous nos émissions soient moi-même super pointu là-dessus. Donc, mais vas-y. Alors, question du jour, présentée par CBO Group, ça c'est les sponsors. CBO Group, concessionnaire à Toulouse et à Agen et plus quelques autres concessions qui fleurissent un petit peu partout et Eight Racing. Chez eux, il y a quelques années quand je roulais encore. Voilà, mais si tu veux te remettre à l'enduro, non, là, malheureusement, on va y aller ensemble. L'an dernier, deuxième fracture de la jambe tibia péronée. J'en ai eu une il y a 30 ans, j'en ai eu une encore il y a un an. Donc, terminé. C'est bon, il vaut mieux. Mais j'avais une 300 tous les ans que j'allais acheter au concessionnaire le plus proche. Et il y a quelques années, le concessionnaire le plus proche de moi ici à Osgore, c'était à Agen, CBO. D'accord. Ça, d'ailleurs, et ça s'était bien passé. Bon, très bien. Du coup, cette question du jour, elle concerne les jeunes. J'ai envie de te poser la question pour un jeune qui veut vivre ce que tu as vécu toi, par exemple, qui veut rentrer dans le milieu de la moto. Qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui si tu devais avoir un conseil à lui donner, sachant qu'en début de live, là, tu nous as fait rêver en nous racontant un petit peu comment toi tu es rentré en faisant, voilà, tu t'es dit, bon, je vais acheter une moto et quand je vais être journaliste, je vais aussi faire des études de journalisme. Et puis tu t'es retrouvé là-dedans pour toute ta carrière. Mais voilà, si aujourd'hui tu devais avoir un conseil pour un jeune pour rentrer dans le milieu de la moto, pour y travailler, tu lui suggérerais quoi? Écoute, moi, oui, moi je peux faire que ça, donc je pense que je referais la même chose. Mais la même chose, c'est essayer de développer une compétence qui soit rare, ou assez rare. Donc, je me suis dit, je te rappelle le raisonnement, si je suis un des meilleurs enduristes français, à l'époque, l'enduro, c'était le sport qui montait, je voulais devenir essayeur pour un journal. Donc, à partir du moment où tu sais déjà faire de la moto, tu es plutôt mieux placé pour devenir essayeur qu'un mec qui ne sait pas en faire. Bon. Là, par contre, ça peut être, je sais pas moi, il y a peut-être beaucoup de gens qui savent le faire, mais le faire bien, peut-être pas autant. Ça peut être des développeurs Internet, des trucs, j'en sais rien, pour arriver dans une boîte qu'on a besoin et mettre un pied dans le milieu. Après, une fois que tu es là-dedans, de toute façon, c'est la passion. Il n'y a pas de mystère. Je vous ai parlé tout à l'heure, à l'instant, c'est un milieu de passionnés. Il faut être parmi les plus passionnés pour être remarqué, je pense. Alors, par contre, il faut pas être passionné et se la raconter, c'est-à-dire il faut être passionné mais s'asseoir sur une vraie compétence qu'on a ou qu'on développe. Je veux dire, moi en l'occurrence j'ai essayé de développer ma compétence et ma vocation de journaliste et de la faire coïncider avec mes capacités à moto. Donc ça, encore une fois, quand il y a eu besoin de quelqu'un à Motor Vue et que Gilles Mallet me connaissait, il savait qui j'étais, que j'avais fait, et il s'est dit bah tiens, mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée et on va le prendre à l'essai. Et puis dès que j'ai été là, c'est bon, tu restes là parce que j'ai donné de mon meilleur. Donc il faut pas compter ses heures, il faut pas compter son énergie, il faut pas compter sa passion, et il faut développer une compétence particulière pour essayer sur le marché, ne pas arriver en disant juste je suis passionné.
parce que on est, heureusement pour nous et pour vous, hein, on est quand même quelques dizaines de milliers de passionnés, mais des jobs intéressants dans ce milieu, il y en a pas beaucoup. Et après, il faut aussi croire en son destin et savoir le provoquer. J'ai parlé des contacts au début aussi. Les contacts, c'est important. C'est-à-dire que quand on arrive dans il faut trouver la porte d'entrée, y arriver avec une bonne compétence et une fois dedans, avoir le sens du contact et de développer les contacts et de faire en sorte que les gens t'aiment bien ou aient envie de t'aider parce qu'ils sentent chez toi la compétence et la motivation et la passion, quoi. Donc, c'est un mix de tout ça, je dirais. Ce qui a marché pour moi il y a 40 et quelques années doit toujours pouvoir marcher aujourd'hui, je le pense. J'espère. D'accord, merci beaucoup Xavier en tout cas pour ces conseils précieux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on a beaucoup de questions par rapport à ça, des jeunes qui veulent travailler dans le milieu de la moto à haut niveau, être dans le milieu des GP en tant que mécano, en tant que tout ça. Et c'est vrai que cette réponse est valable autant pour un mécanicien que pour un journaliste, que pour n'importe quel secteur d'activité. Bien sûr, bien sûr. Il faut, moi je crois, il faut y croire aussi. Il faut y croire. Il faut savoir être réaliste, c'est-à-dire pas dire mais moi parce que tu sais serrer 3 boulons, tu vas pas les faire la mécanique à Airlings, quoi. Je veux dire, donc il faut être réaliste. Mais par contre, effectivement. Toutes les histoires qu'on connaît, tous les mecs, ils ont commencé en ligue avec des gars, avec leur frère, avec leur cousin, avec un copain, et John Primo, regarde tous ces mecs-là. Il y a des échelons à gravir, quoi. Tu peux pas arriver direct au top et simplement parce que t'en rêves. Ça, j'aurais tendance, les gens qui voient trop les choses comme ça, j'aurais tendance à les décourager parce qu'ils risquent de retomber de haut et de vraiment se faire mal, quoi. C'est pas la peine. Mais par contre, développer ses compétences, oui, il faut bosser, quoi. C'est comme un pilote, hein. Tous les pilotes que je connais ou qu'on connaît tous, ils aimeraient faire comme Dylan. Je veux dire, mais Dylan, moi, je l'ai connu ici, il est venu ici dans ce bureau à Osgore quand il était chez Bud. Ça marchait pas autant peut-être que ce qu'il aurait voulu, machin. Je me suis dit, ce mec-là, il a quand même quelque chose et tout. Après, j'étais incapable de dire, quand je vois ce qu'il a fait là et ce qu'il a réussi, mais qu'est-ce qu'il a fait il y a un moment aussi où DV est passé sur sa route, il a compris qu'il allait peut-être falloir qu'il change des trucs et qu'il se mette avec la bonne personne. Et puis voilà, DV, c'était un moment aussi dans sa vie où il tournait peut-être un peu en rond, il savait pas trop quoi faire, il avait un peu, bon voilà, et puis moi je me souviens, on est amis, hein, il m'a demandé ce que j'en pensais, etc. Et je lui ai dit, écoute, je veux dire, moi, je sais pas, ce mec-là, ce garçon, ce Dylan, il a quelque chose et tout. Toi, tu glandes, là, tu es en train de grossir et tout ça, de faire du lard. Je veux dire, putain, tu peux apporter plein de trucs. Tu connais la partie et tout ça, fais-le, quoi. Et puis voilà, bon, mais il l'a fait et je pense qu'il avait raison. J'espère que Dylan t'a remercié sur le podium, du coup, samedi. Je sais pas s'il a pensé, mais. Non, il n'a pas remercié à moi, non. Il n'y a pas aucune raison. Mais il m'a répondu, ouais, il m'a dit, tu veux savoir ce qu'il y a? Putain, je vais vous le marquer, ce qu'il m'a répondu. Attends un peu, est-ce que c'est la toc toc? Alors, c'est pas politiquement correct, mais non, c'est pas grave. c'est, voilà. Je sais pas si ça va être. Nous, on a un accent qui est pas politiquement correct déjà pour faire du live, alors on peut dire n'importe quoi. Là. Il y a une ligne là avec les 3 trucs et tout. Est-ce que vous le voyez bien ou pas? Il y a un truc qui est marqué, ça c'est. Attends un peu, c'est au milieu là, c'est du fuck yeah. Ah, tout en bas, d'accord, fuck yeah, ben ouais. Fuck yeah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ouais, putain, je l'ai fait, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, je suis super content de ce qu'a fait ce mec-là parce que moi, quand j'ai regardé, franchement, j'en ai vu quand même beaucoup. Hein, la passion est toujours là, vous le voyez bien. Mais bon, des garçons qui me font vibrer. J'ai tous connu, quoi, des JMB à même Dimon avant, à la passion, en passant par et après des Pourcel et tout ce que tu veux, etc. Et Marvin, bien sûr. Mais Dylan, c'est un des mecs qui m'a fait vibrer, quoi. Là, les manches qu'on a vues là et tout cet été, etc. Et tout sur ce canapé qui est là ici derrière moi. Où je regarde les courses et tout, les nuits en direct, parce que je regarde toujours en direct, je regarde pas
Je regarde pas les versions françaises, je regarde la version originale en direct. Hmm. Et donc, punaise, quoi, ça fait des années que j'avais pas vibré comme ça, quoi, parce que il y a de l'émotion avec un gars comme Dylan. Il est à la fois sport, technique, physique, machin, et puis tu sens qu'il est fragile aussi. Il va te prendre ce mauvais départ, ce truc, il va faire la boulette en remontant. Enfin, tu vois, c'est pas je pars devant, je suis le meilleur et j'éclate tout le monde. Ça lui arrive de temps en temps, mais c'est un mec qui fait vibrer. Et ça, c'est quelque chose d'inné. Il y a des champions, des grands champions qui font pas vibrer. Il y a des mecs qui font vibrer, qui sont jamais champions. Mais lui, il est à la fois un mec qui fait vibrer, il est champion, donc je suis super content pour lui. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas, Xavier. On va pouvoir te libérer. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir pu organiser ce live avec toi. On a eu un léger report, on devait le faire la semaine dernière, mais c'est bon, on y est arrivé. On a réussi à installer Skype et tout va bien. Ouais, super. Bonne continuation à vous. Et puis j'espère que les gens auront la force de le regarder jusqu'au bout. Oui, oui, ça va le faire. Cas, tous ces gens-là, on les invite l'année prochaine au Supercross de Paris où on pourra faire la fête tous ensemble et entre passion. Par contre, moi, là, c'est vrai aussi que on aurait été une année normale. Je suis pas sûr que au 13 octobre, là, j'aurais pu passer ce temps-là avec vous parce que c'est le moment où je travaille 20 heures par jour et où c'est d'habitude et ça me fait bizarre, quoi. C'est la première fois depuis 1984, quoi. Ouais, c'est sûr que j'ai pas ce moment de l'année où c'est complètement dingo. Chaque année, je me demande comment je vais survivre. Et là, finalement, voilà, quoi, c'est triste, c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, on a fait tout ce qu'on a pu, on a gardé vivant et tous les contacts. Je vous parlais de Dylan tout à l'heure, de tout. On n'a pas lâché l'affaire, ni Eric, ni moi, ni Sophie Casanova chez nous, ma patronne, qui là-dessus a été vraiment. Elle a tenu jusqu'au bout. On a été les derniers à annoncer l'annulation. Pourquoi ? Parce qu'on était quand même prêt à le faire. Mais quand on est passé de 5000 à 1000 spectateurs, là, c'était juste plus. C'est compliqué. Ça a été le coup de massue et donc il a fallu annoncer cette nouvelle incroyable, quoi. À mon stade, à moi, quoi. Pas de Supercross à Paris cette année. Waouh, c'est ma vie. Qui change pour une année. Mais ceci étant, effectivement, une fois que ce truc-là sera derrière nous, chose que j'espère vraiment, je pense que dans un an, on pourra. Je pense que pas mal de gens, le fait qu'on n'en ait pas eu, peut-être au niveau des spectateurs comme au niveau des pilotes aussi, etc., parce que ceux qui l'ont pas fait, dont on parlait tout à l'heure, qui ont l'habitude de quand même d'une rentrée d'argent à la fin d'année et tout, je pense que ça va remotiver. S'il en était besoin, un peu tout, ça va bien remotiver tout le monde. Et clairement, quand les événements pourront reprendre, à mon avis, ça sera carton plein partout. T'imagines un peu Dylan, quoi. À supposer que ça a été possible par rapport à son testing, son truc et tout. T'imagines après la saison qu'il a fait, là, Dylan arrivé au milieu de la piste à Bercy, enfin, je veux dire à Bercy, à Paris, bien sûr. Non, mais attends, Xavier, ça va être encore mieux l'année prochaine quand il aura eu son petit classique Suez, t'imagines ? Il a fait une année. J'ai un des trucs que j'ai entendu sur le podium qu'il a dit. Il a dit j'ai que ça à faire quand je suis ici, à travailler et tout ça, parce que je suis français et j'habite en Amérique. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Oui. Mais il a dit ça. Et je pense que c'est un des pilotes. On sait qu'il a toujours eu la fibre tricolore et le truc et tout ça. Et je pense que c'est un des pilotes qui vraiment. Vraiment, si cette année a été une année miraculeuse pour lui, mais s'il y avait pu y avoir la touche de revenir et fêter ça avec nous et tout à Paris, avec tous les fans et tout ça, je pense que ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Et il l'a pas eu, et j'espère vraiment qu'il pourra le faire l'an prochain. Alors, avec un titre de plus, ça, c'est peut-être un peu beaucoup demandé pour une première année. Pour la première, on demande peu beaucoup, peut-être. Avec déjà une bonne année. Regarde ce qu'a fait Sean Chiarolo, quoi. Sean Chiarolo, il a une saison l'an dernier moins bonne que la sienne cette année, et on l'a quand même bien vu, quoi. Alors pas trop en Supercross, mais enfin on sait que c'est un mec qui peut faire des super trucs. Donc je vois pas. Dylan pour moi a rien à envier à Sean Chiarolo, et donc l'an prochain. On peut avoir un super Dylan à Paris, même s'il n'a pas le titre, mais qui est marqué la saison quand même. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Très bien. Bon, allez, ce coup-ci, on te laisse pour de bon, Xavier. Merci pour tout. Merci. À la prochaine. Salut à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut à tous. Bye.